Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis très heureux de pouvoir être là aujourd'hui et de pouvoir vous parler un peu de développement cognitif et des effets et des apports du numérique pour le développement cognitif. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est d'avoir une entrée ce qu'on sait aujourd'hui dans la science sur justement les effets et les apports du numérique. Donc, vous verrez que je vais essentiellement faire naître un certain nombre de questions, plus que je dirais vous donner des prescriptions, parce que pour l'instant, en tout cas d'un point de vue purement de ce qu'on a dans la science, vous verrez que c'est c'est assez hétérogène, en tout cas les résultats. Et vous verrez que contrairement à ce qu'on peut entendre, contrairement à ce qu'on peut penser, quand on pense et on se pose réellement la question des effets et des apports du numérique, vous verrez que ça va un peu dans un sens et un peu dans l'autre. D'accord ? Donc il faut prendre ces questions-là avec une certaine, je dirais, une certaine distance et vous poser, je dirais, les bonnes questions. Donc ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est plutôt d'essayer de vous amener à vous poser les bonnes questions sur cette question du numérique, plutôt que de vous asséner, je dirais, des résultats, parce que vous verrez que les résultats sont très hétérogènes. Voilà, donc c'est un peu, je veux dire en préambule, de vous dire que, encore une fois, moi je suis pas là pour... je pense qu'il y a une question de santé publique, et que je laisse ça, je dirais, aux politiques, c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on peut dire en psychologie du développement et en neurosciences sur les effets du numérique sur le développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent. Voilà, donc je préfère le dire en préambule. Et comment on peut l'utiliser, je dirais, dans une démarche pédagogique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire avec le numérique pour aider à certains apprentissages fondamentaux. Je commence toujours par la fin de mes conférences, alors pour plusieurs raisons. Alors je suis désolé, c'est écrit un peu petit, j'ai peur que tout au fond vous ne voyez pas tout. Mais donc vous inquiétez pas, je vais lire ce que j'ai écrit. Mais l'idée, c'est que je commence par la fin parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des capacités attentionnelles limitées. Généralement, autour du numérique, il y a toute une question autour des capacités attentionnelles, notamment de l'enfant et de l'adolescent surexposés aux écrans. Mais bien que nous soyons aussi, comme nous sommes aussi surexposés aux écrans, on a une problématique particulière qui est qu'on a du mal à rester attentif sur des longues périodes de temps. Vous savez que en fait, nos capacités attentionnelles, elles ne se comptent pas en dizaines de minutes, elles se comptent en quelques minutes. C'est-à-dire que dès quelques minutes, notre capacité attentionnelle commence à diminuer. Et vous savez que généralement, au bout de 20 minutes, c'est là où on a le déclin le plus marqué. Donc il y a une espèce d'incohérence entre le temps classe. On pense les temps classe par quasiment heure, alors que les capacités attentionnelles du cerveau de vos élèves, d'une certaine manière, ils restent attentifs pendant une période de temps plus courte. D'autant qu'il y a un rapport direct entre vos capacités attentionnelles et ce que vous allez retenir de ce que je vais vous dire. Donc j'essaie de capitaliser en fait sur vos ressources attentionnelles. Donc je commence directement par vous donner la quintessence de ce que je veux vous raconter, comme ça j'espère que ça va engrammer dans votre cerveau ce que j'essaye de dire. Bon, je vais essayer d'être suffisamment intéressant aujourd'hui pour que vous restiez attentifs, mais bon, je sais bien que vous avez tous dans vos poches des portables ou des ordinateurs et que vous êtes connectés, donc par moment vous allez peut-être avoir tendance à vouloir penser à autre chose. Donc je vais essayer de vous refocaliser votre attention. La première chose, c'est que quand on se pose la question du numérique, il faut comprendre la question du numérique au regard d'un tissu biologique qui est en développement lui-même. C'est-à-dire que le cerveau, par définition, il mature et qu'il va continuer à maturer, il va continuer à se développer, non pas, je dirais, contrairement à ce qu'on peut penser sur l'âge biologique de 0 à 18 ans, mais de 0 à 25 ans. Donc quand on se pose la question du numérique, quand on se pose la question des effets du numérique sur le... C'est bien cet effet thromboscopique. Pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc il faut se poser la question du numérique dans un contexte particulier, c'est-à-dire dans le contexte d'un tissu biologique qui est lui-même en développement. Donc effectivement, se poser la question, je dirais, de l'effet du numérique à un âge donné, c'est pas forcément la bonne question à se poser. La question qui se pose, c'est si j'ai été exposé fortement aux écrans entre 0 et 10 ans, qu'est-ce que ça va avoir comme effet non seulement entre 0 et 10 ans, mais aussi à 15 ans, à 20 ans et à 25 ans, puisque je suis sur un tissu biologique qui est lui-même en développement. Voilà, et que contrairement à ce qu'on peut penser, il y a une espèce de paradoxe là, où on donne une carte d'identité à nos adolescents à 18 ans en leur disant vous êtes majeurs, alors que du point de vue de la maturation de leur cerveau, ils sont absolument pas majeurs, ils vont continuer à être adolescents jusqu'à 25 ans. Donc voilà, ça veut dire que pendant tout le moment où ils sont exposés fortement
à l'interaction de tutelle et aux apprentissages, notamment aux apprentissages à l'université, ça reste un cerveau adolescent. Donc, voilà, je voulais vous dire ça. Dire que le cerveau continue à se développer jusqu'à 25 ans, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ensuite des apprentissages qui peuvent s'opérer après 25 ans. Hein. C'est pas parce qu'on a dépassé 25 ans qu'il n'y a plus d'apprentissage possible. On peut continuer à apprendre tous les âges de la vie et on peut reconfigurer son cerveau suite à des apprentissages. Donc c'est la deuxième grande idée, c'est que à tous les âges, notre cerveau est plastique. Donc on peut capitaliser sur cette plasticité cérébrale pour pouvoir engendrer des apprentissages, et ce, à tous les âges de la vie. La troisième idée, c'est que le numérique a des effets sur le cerveau de l'enfant et de l'adolescent en développement. Donc tissu biologique en développement, mais aussi individu en développement, cognitif et socio-émotionnel. Donc encore une fois, la question du numérique, elle se pose non seulement à un âge donné, quand vous regardez... quel est l'effet de l'exposition aux écrans à 5 ans vis-à-vis des apprentissages scolaires à 5 ans, mais aussi qu'est-ce que ça va engendrer ensuite au cours du développement. Et vous verrez que quand on regarde d'un point de vue un peu plus longitudinal les effets du numérique, tout d'un coup, il y a des effets qui semblent apparaître ou des effets qui disparaissent. Donc c'est ça qui va essayer de guider ce que je vais vous raconter aujourd'hui. La quatrième idée importante, c'est que, indépendamment de l'effet du numérique sur le cerveau, il faut se poser la question de comment on peut utiliser le numérique intelligemment, et notamment dans les classes. Parce que le numérique a, je dirais, cet effet positif de pouvoir faire de la différenciation pédagogique. Et que donc, il faut aussi se poser la question de comment on peut utiliser le numérique dans la classe pour des interventions pédagogiques ciblées, et qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que vous verrez que parfois ça semble fonctionner dans certains apprentissages fondamentaux, et des fois ça semble pas fonctionner dans d'autres apprentissages fondamentaux, et parfois ça semble fonctionner dans une langue, et quand on le transfère dans une autre langue, ça ne fonctionne plus. Donc je vais essayer de vous montrer ça, et je vais essayer de vous montrer les apports et les limites aussi de ces apprentissages ciblés. Et puis la dernière idée, c'est je vais essayer de vous présenter ce qu'on fait sur la plateforme numérique Lea.fr, qui est une plateforme pédagogique portée par Nathan, dans lequel on utilise le numérique cette fois-ci pour faire de la recherche participative et de la recherche collaborative. Donc l'idée, c'est aussi, évidemment, le numérique, ça peut être je dirais, un outil pour aider aux apprentissages scolaires fondamentaux, mais ça peut être aussi un outil pour construire des pédagogies innovantes ou de co-construire des pédagogies innovantes avec les professeurs en pouvant, d'une certaine manière, changer l'échelle. C'est-à-dire que tout d'un coup, au lieu de travailler avec des réseaux de 5 ou 10 classes, on va pouvoir travailler avec des réseaux de 250 ou 300 classes. Et donc ça permet effectivement de rapprocher les chercheurs dans leur laboratoire du terrain. Donc je vais essayer de vous expliquer tout ça. Bon, alors ça c'était mon discours très officiel sur pourquoi je commence par la fin. Le discours officieux, c'est qu'en fait j'arrive jamais au bout de mes conférences et que donc je me dis qu'au moins je vous aurais dit la quintessence de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais essayer d'accélérer un peu mais pour tout vous dire, mais parfois j'ai du mal à aller au bout. Bon, j'aime bien aussi commencer par vous dire qui on est. Parce que vous avez beaucoup de gens qui parlent sur le numérique en ce moment, avec des degrés, je dirais, de légitimité diverses pour en parler, notamment sur l'effet du numérique sur le cerveau. Donc je vous dis qui on est. Donc on est un laboratoire du CNRS, du Centre National de la Recherche Scientifique, qui a la particularité d'être un laboratoire historique, puisque ça a été un laboratoire de psychologie scientifique ces 125 dernières années. Donc il y a toujours eu un laboratoire de recherche de psychologie en psychologie à la Sorbonne. Et ce laboratoire, il a la particularité d'être dans l'aile du rectorat de la Sorbonne. C'est-à-dire qu'il est au-dessus du palais académique à la Sorbonne. Et c'est aussi pour ça que vous verrez qu'on a des relations assez fécondes et qui remontent dans le temps entre les rectorats et ce laboratoire. Alors la particularité, c'est que c'est le laboratoire où Alfred Binet, ça doit vous dire quelque chose a priori, Alfred Binet a développé les premières échelles d'intelligence, ou en tout cas c'est là où il a développé les premiers outils objectifs pour identifier dans les classes les enfants qui répondaient mal à la pédagogie générale. C'était la commande publique, mais on oublie le deuxième morceau de la commande publique. Le deuxième morceau de la commande publique faite à Alfred Binet, c'était pour leur proposer des pédagogies alternatives. Donc vous voyez qu'au début du XXe siècle, on en était déjà à la différenciation pédagogique. Donc la différenciation pédagogique, elle ne vient pas des sciences de l'éducation. Elle a été pensée largement avant. On savait déjà au moment où on a commencé l'instruction civique pour tout le monde, universelle, qu'on avait évidemment un problème, c'est que comme tous les individus sont différents, penser qu'une même méthode pédagogique fonctionnerait pour tout le monde, c'est un peu en contradiction. Donc la question, c'est effectivement comment on pense cette différenciation pédagogique et comment on peut utiliser le numérique pour penser cette différenciation pédagogique. Bon, la particularité de notre laboratoire, c'est de faire de l'imagerie cérébrale chez l'enfant et l'adolescent, de façon routinière, c'est-à-dire que chaque semaine, il y a entre 5 et 10 enfants qui viennent au laboratoire faire de l'imagerie par résonance magnétique. Donc c'est cette grosse machine que vous voyez à droite là, sur l'écran. C'est une machine qui nous permet de regarder en temps réel l'activité du cerveau quand l'enfant est en train de résoudre une tâche.
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà fait une IRM de leur cerveau? Oui, si levez n'ayez pas peur. Est-ce que dans le cadre de cette IRM, vous avez eu une injection d'un traceur? Oui, pour certains d'entre vous. Donc, pour une procédure médicale, on fait une injection d'un traceur par moment pour voir notamment la vascularisation. Quand on fait de l'IRM chez l'enfant et l'adolescent, il n'y a évidemment pas d'injection de traceur. C'est une technique non invasive. Et c'est parce qu'elle est non invasive qu'on peut la répéter dans le temps. Et vous verrez qu'on utilise notamment l'IRM pour se poser la question de savoir quels sont les effets du numérique sur le cerveau en développement. Et on peut le faire parce que c'est une technique non invasive, donc on peut répéter les observations dans le temps. Évidemment, si c'était une technique invasive, on ne pourrait pas le faire. L'IRM, ça ne fonctionne pas du tout comme une radio. Ça ne fonctionne pas comme un scanner. Il n'y a pas de rayonnement dans une IRM. Donc on peut répéter les observations dans le temps. D'accord ? Ça ne marche pas du tout comme une caméra. Ça a les mêmes contraintes qu'une caméra. C'est vrai que si vous bougez beaucoup, vous voyez une image, l'image ne sera pas bonne. Mais par contre, ça ne fonctionne pas de la même manière. Okay ? Ça fonctionne sur les propriétés électromagnétiques des tissus humains. Voilà, pour faire simple. Même si c'est compliqué. Et la question qu'on se pose dans notre laboratoire, c'est comment le cerveau de l'enfant et de l'adolescent bouge, travaille, apprend. Donc vous voyez que ce n'est pas très très loin des questions que peuvent se poser les professeurs dans une classe. C'est-à-dire que finalement, vous enlevez cerveau si ça vous choque de parler de cerveau, mais globalement, ce qui nous pose comme la question qu'on se pose dans le labo, c'est de se dire, voilà, finalement, comment l'enfant va se développer et comment il va développer son cerveau et comment il va acquérir des nouvelles compétences. Alors ça, c'est dit avec les mots de la vie de tous les jours, dit de façon un peu plus scientifique. On s'intéresse à la maturation cérébrale, qui est le programme génétique qui permet à un cerveau de passer d'une structuration d'un cerveau d'enfant à une structuration d'un cerveau d'adulte. On va parler de plasticité, c'est-à-dire comment le cerveau va se reconfigurer suite à l'exposition à l'environnement. Donc l'environnement, ça peut être par exemple l'exposition aux écrans, mais ça peut être aussi l'environnement de la classe. Comment donc ce cerveau va se transformer suite à des apprentissages ou suite à une exposition forte à certaines stimulation dans l'environnement. Et puis, la dernière chose qui nous intéresse au laboratoire, c'est la vicariance. La vicariance, c'est un mot très compliqué pour dire quelque chose de très simple que vous avez déjà observé. C'est-à-dire que quand vous donnez un problème à un grand nombre de personnes, vous voyez bien que tout le monde n'utilise pas la même stratégie pour trouver la solution. Bon, ça, c'est la vicariance. En gros, c'est les différences interindividuelles. On a chacun des stratégies un peu particulières pour arriver à la résolution d'un problème. Je dirais que tout va bien quand tous les chemins mènent à Rome, sauf que parfois, tous les chemins ne mènent pas à la même solution. Et qu'à ce moment-là, votre cerveau doit être flexible. Il doit être en capacité de changer de stratégie. Et toute la question qu'on se pose au laboratoire, c'est comment on amène l'enfant, comment on amène l'élève à changer de stratégie, notamment dans des situations où il se trompe de façon systématique. Donc, alors je vous dis tout ça, j'y viendrai plutôt à la fin de la conférence, mais vous verrez qu'on essaye aussi d'utiliser le numérique pour renforcer ce type de compétences, c'est-à-dire des compétences qui ne sont pas spécifiques à un apprentissage en particulier, mais qui sont transversales à tous les apprentissages. D'accord, que ce soit les apprentissages scolaires ou les apprentissages dans la vie de tous les jours. Quand on se pose la question de l'effet du numérique sur le développement cognitif de l'enfant et de l'adolescent, il faut le comprendre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans un système ou dans un individu qui est lui-même en train de se développer. C'est-à-dire que ce n'est pas anodin, d'une certaine manière, de se poser la question du numérique, parce que il se passe, quand on se pose la question du numérique chez l'enfant et chez l'adolescent, on se pose sur un être qui est en développement en lui-même. Et la problématique, c'est que pour la majorité d'entre vous, dans les écoles normales, dans les IUFM, dans les SP, dans les INSP, je crois, ça va être la nouvelle appellation, ce qu'on vous a essentiellement enseigné, c'est un modèle du développement qui est hérité de Jean Piaget. Jean Piaget, je pense que ça parle à peu près à tout le monde, c'est le grand psychologue du développement, et qui a théorisé le développement cognitif par grands stades cumulatifs. Vous savez, des opérations sensorimotrices, chez le bébé en gros, qui est un être essentiellement sensorimoteur, au stade des opérations formelles, c'est-à-dire à partir de 15 ans, on est devenu un être rationnel, on ne fait plus d'erreurs de raisonnement. Ça, c'est le modèle piagétien. Bon, ça, en gros, c'est ce qu'on vous enseigne, c'est ce qu'on continue à enseigner dans les SP. Bon, le modèle piagétien, on l'a abandonné dans les laboratoires de psychologie de développement il y a à peu près 60 ans. Donc on a 60 ans d'écart à peu près entre votre formalisation du développement cognitif et la façon dont nous, on pense le développement cognitif dans les laboratoires de psychologie. Alors, le biais, il est normal, hein, le biais, il est partagé par tout le monde. Le biais qu'on a, c'est un biais qui est dû au fait que comme l'âge est un système chronologique, on pense le développement de façon très linéaire et cumulative. Sauf que ce n'est absolument pas ce qu'on observe. Alors, ce qu'on observe, c'est que contrairement à ce que pensait Piaget, par exemple, le bébé a beaucoup plus de compétences. C'est-à-dire que notamment, il a des compétences implicites sur la façon dont les objets physiques vont se comporter. Par exemple, il comprend très rapidement les principes de solidité des objets, il comprend les principes de continuité des déplacements des objets dans l'espace. Il est capable de faire des opérations arithmétiques de type 5 plus 5 égale 10.
il est capable de faire des statistiques bayésiennes. Ça c'est pas tout à fait en adéquation avec le modèle piagétien. Hein. Chez Piaget, je vous rappelle que le bébé, il faut qu'il attende à peu près 1 an pour comprendre que quand on cache cet objet à sa vue, donc si je prends, là c'est tous OK pour vous, si je prends la bouteille et que je la mets sous la table, vous êtes tous d'accord qu'elle continue d'exister pour vous? Oui. Bon, ben pour le bébé, il faudra attendre 1 an. Ça, c'était dans le modèle piagétien. Bon, autant vous dire que, effectivement, tout ce qu'on a découvert sur la psychologie du bébé, on s'est rendu compte qu'en fait, ils ont beaucoup plus de compétences qu'on ne le pensait. Donc ça, c'est un premier problème avec le modèle piagétien. Et puis le deuxième problème, c'est que quand on regarde au bout du développement, ça ne vous a pas échappé que même si nous sommes des êtres rationnels, ça nous arrive encore de faire des erreurs de raisonnement, même dans des situations relativement simples. Bon, ça, c'est pas possible hein, chez Piaget. Hein. Je vous rappelle que chez Piaget, quand vous êtes au stade des opérations formelles, vous ne faites plus d'erreurs de raisonnement. On ne revient pas en arrière chez Piaget. Hein. C'est un modèle en escalier, mais on monte l'escalier. On ne revient jamais à une marche antérieure. Bon, ben, quand un modèle en science ne fonctionne plus ni au début ni à la fin du processus, ben, on change le modèle. Donc il y a 60 ans, on a changé les modèles. Et donc le modèle du développement, c'est des modèles qu'on utilise qui sont effectivement beaucoup plus complexes, mais qui sont beaucoup plus en phase avec la réalité de la classe. C'est des modèles qui sont très dynamiques et non linéaires. Dans lequel, et vous voyez bien, chez les enfants, on voit bien que les enfants, à des moments, ils progressent de façon fulgurante, puis on a l'impression qu'il y a des moments de stagnation, et puis même parfois de régression, et puis après, là, le développement reprend sa marche en avant. Et donc, pour comprendre l'effet du numérique, il faut aussi le comprendre dans un système qui est lui-même dynamique et non linéaire. D'accord ? Et une des façons dont on peut modéliser ce système-là, et c'est le modèle qu'on développe au laboratoire, c'est d'essayer de comprendre le développement cognitif à travers 3 grands systèmes de pensée dans le cerveau humain. Le système des automatismes, qui est un système hyper adaptatif, qui est un système qui nous permet d'arriver très rapidement à une bonne réponse. D'accord ? Et des automatismes, on en a besoin, on en utilise tous les jours. Ça nous permet de taxer le moins possible nos ressources cognitives. Sauf que ces automatismes, ils ne marchent pas dans toutes les situations. Un certain nombre de situations, ils vont nous amener à des erreurs de façon systématique. Et puis, de l'autre côté du processus, vous avez le système des règles logiques, en gros les règles qu'on enseigne à l'école. Si vous les utilisez de la bonne façon, si vous déclinez toutes les sous-étapes de la règle, a priori, vous trouvez toujours la bonne réponse. Et donc, il y a un dernier système dans le cerveau humain, qui est un système d'arbitrage, on appelle le système de résistance aux automatismes, qui permet au cas par cas de déterminer quand est-ce que je peux utiliser un automatisme et quand est-ce que je peux utiliser une règle logique. Et vous allez voir que c'est vrai pour le développement cognitif, mais c'est vrai aussi pour un certain nombre d'apprentissages fondamentaux à l'école. Donc comprendre l'effet du numérique sur l'enfant et l'adolescent, c'est le comprendre dans un système qui est lui-même en développement et qui n'est pas un système dans lequel le développement est linéaire et cumulatif, mais dans lequel il est dynamique et non linéaire. Donc il pourrait y avoir des paradoxes, c'est-à-dire des moments de la vie où les effets du numérique sont les plus forts, mais pas forcément au tout début de la vie. Ça pourrait être à d'autres moments, par exemple l'adolescence, qui est aussi une période extrêmement critique, ou en tout cas une période de sensibilité extrêmement forte à l'environnement. C'est-à-dire qu'on pense souvent que c'est les premiers temps de la vie qui sont la période de sensibilité extrêmement forte à l'environnement, c'est vrai, mais ce n'est pas la seule période. C'est-à-dire qu'au moment de l'adolescence, vous avez une restructuration complète du cerveau. Alors, il était structuré d'une certaine façon à la fin de l'enfance, tout d'un coup à l'adolescence, comme elle commence de plus en plus tôt, vers 10-12 ans, tout d'un coup, tout va se retransformer dans le cerveau de l'adolescent. Ça ne vous a pas échappé que l'adolescence était une période un peu compliquée. Pour ceux qui travaillent avec les adolescents, ça ne vous a pas échappé. Et notamment, il y a une problématique autour, effectivement, de la régulation émotionnelle. Et cette problématique de la régulation émotionnelle, vous verrez qu'elle est très liée à la maturation cérébrale. Et notamment au fait que, du fait que le système cognitif se développe de façon dynamique et non linéaire, c'est aussi lié au fait que la maturation cérébrale, elle est aussi dynamique et non linéaire. Pendant très longtemps, on a pensé que la maturation cérébrale, c'était un peu comme l'âge. On passait d'un petit cerveau à un gros cerveau, un cerveau qui n'était pas hyper performant à un cerveau super performant, mais ce n'est pas du tout ce qu'on observe. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte ici aussi que la maturation cérébrale, elle est extrêmement dynamique et non linéaire. Et elle s'opère à différents rythmes dans différentes régions cérébrales. Donc en plus, elle est totalement asynchrone dans le cerveau. Elle va commencer par la maturation des aires sensorimotrices, donc plutôt dans les aires postérieures du cerveau, puis la maturation va s'opérer dans les aires associatives, c'est en gros le milieu de votre cerveau. Et puis la dernière partie qui va maturer dans le cerveau humain, c'est le cortex frontal. Alors pas de chance, le cortex frontal, c'est toutes les fonctions de haut niveau. C'est toutes les fonctions qu'on entraîne à l'école. C'est-à-dire langage,
Mémoire de travail, vous avez peut-être entendu, c'est cette mémoire qu'on utilise, c'est l'atelier du cerveau en gros. C'est cette mémoire qu'on va utiliser dans le cadre de la résolution d'un problème. C'est-à-dire, j'active un certain nombre d'informations et je vais manipuler ces informations pour trouver la solution du problème. Mais c'est aussi toutes les fonctions de contrôle émotionnel et de contrôle cognitif, elles sont portées par le cortex frontal. Et ça, ce cortex frontal, il va continuer à maturer jusqu'à 25 ans. Donc ça explique ce décalage de maturation, elles expliquent parfois des périodes un peu particulières dans le développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent, et notamment à l'adolescence, ce qui se passe, c'est que vous avez une maturation beaucoup plus rapide du système limbique, donc du système émotionnel, qui va maturer très rapidement, alors même que le système de contrôle émotionnel, le cortex frontal, n'est pas encore à maturation. Et ce décalage-là fait que vous avez notamment des pics de prise de risque à l'adolescence, notamment en contexte social, parce que vous avez une maturation très forte du système limbique et une maturation pas suffisante du système de contrôle des émotions. Et donc, quand on se pose la question du numérique, notamment à l'adolescence, notamment quand ils sont exposés aux réseaux sociaux, on va se la poser aussi dans le cadre d'une maturation cérébrale qui est asynchrone entre le système limbique, le système de la récompense et le système de contrôle du système limbique. D'accord ? Donc c'est comme ça qu'il faut penser les effets du numérique. Et c'est aussi pour ça que vous allez voir que quand on regarde réellement et en détail les effets du numérique sur le cerveau et sur le développement cognitif et socio-émotionnel, vous verrez que les résultats vont un peu dans tous les sens. D'accord ? Donc j'aurais pas forcément de... Je ne vais pas asséner de grandes vérités ici parce qu'en fait, on n'a pas suffisamment de distance. C'est ça aussi qu'il faut que vous compreniez. Pour réellement comprendre les effets du numérique sur un cerveau en développement, la seule façon de le faire, c'est de suivre dans le temps les mêmes enfants. Et donc ça veut dire qu'il faut prendre les enfants très tôt, les suivre sur des très longues périodes, pour pouvoir avoir des réponses claires sur l'effet du numérique, sur le développement cérébral et sur le développement socio-émotionnel et cognitif de l'enfant et de l'adolescent. Et pour l'instant, on n'a pas cette distance-là. On n'a pas ce temps-là pour avoir des réponses très claires là-dessus. Bon, alors je vais rentrer par une entrée comme une autre. J'ai pris une entrée par l'âge, donc j'ai regardé d'abord chez les petits-enfants. D'accord ? Il y a toute une question autour de l'exposition aux écrans et le développement cognitif. Alors, vous allez voir qu'il y a effectivement un certain nombre d'effets, mais qu'il faut toujours relativiser ces effets. Donc ici, c'est une cohorte de plusieurs milliers d'enfants qui sont suivis à 24, 36 et 60 mois. Et ce qu'on regarde, c'est on demande aux parents de remplir un questionnaire d'auto-évaluation du développement de l'enfant. D'accord ? Donc avec toujours, je dirais, une certaine réserve, parce que quand vous êtes dans l'auto-évaluation, il y a un certain nombre de biais qui vont se poser sur l'auto-évaluation du développement de son propre enfant. D'accord ? Mais même si on met ça de côté, l'idée c'est de regarder est-ce que le temps d'exposition aux écrans à un âge donné va avoir un effet sur le développement plus tard. D'accord ? Donc je vais regarder si par exemple le fait de regarder X heures la télévision à 24 mois va avoir un effet, donc c'est ce qu'on voit sur la ligne du bas, screens 24 months old, et on va regarder si ça a un effet sur ASQ3 qui est le petit questionnaire de développement à 36 mois. Et puis de la même manière, je vais regarder si le temps d'exposition à 36 mois a un effet sur non seulement le développement à 36 mois, mais aussi sur le développement à 60 mois. Okay ? Donc c'est ça l'idée. En gros, on a un modèle, on va suivre les mêmes enfants dans le temps, on va mesurer, en tout cas on va demander aux parents d'évaluer le développement cognitif ou le développement de façon générale de l'enfant à 24, 36 et 60 mois. On regarde le temps d'exposition de ces enfants aux écrans à 24, 36 et 60 mois. Et on regarde non seulement à un âge donné s'il y a une relation, mais on regarde aussi si l'exposition aux écrans à 24 mois va avoir un effet à 36 mois et va avoir un effet à 60 mois. Quand on regarde ça, il y a effectivement un lien. Il semble que les enfants qui passent le plus de temps devant les écrans, alors il n'y a pas non plus de différenciation des écrans, donc c'est aussi une limite de l'étude, c'est-à-dire que c'est pas la même chose d'être devant la télévision, d'être devant une tablette, d'être devant un smartphone, on ne fait pas forcément les mêmes choses, il n'y a pas non plus de différenciation du contenu. Ici, l'idée c'est de dire peut-être qu'il y a quand même un effet sur le temps d'exposition aux écrans et le développement cognitif. Alors là, ici, la corrélation est négative, c'est-à-dire que plus vous passez de temps, moins le développement est important, d'accord ? Et notamment, il le trouve entre 24 et 36 mois, et 36 mois et 60 mois. Okay ? Et ils ont regardé si la corrélation n'était pas inverse, si c'était pas parce qu'il y avait un développement cognitif qui était moins abouti que les enfants passaient plus de temps devant la télévision. Là, dans cette étude-là, en tout cas, ça ne semble pas être le cas. Donc il semble qu'il puisse y avoir une relation, parfois,
entre temps d'exposition aux écrans et développement non seulement à un âge donné, mais aussi développement plus tard. Puisque c'est ça aussi l'enjeu, c'est de savoir, est-ce que si les enfants sont exposés très fortement aux écrans à un âge donné, qu'est-ce que ça va avoir plus tard comme conséquence pour leur développement cognitif et socio-émotionnel. Bon, vous savez qu'on parle beaucoup du trouble de l'attention et de la télévision, avec cette idée que effectivement il pourrait y avoir des relations entre trouble de l'attention et la télévision. Donc ça, c'est une étude qui a été menée en 2010, qui essaye de regarder le lien effectivement entre temps d'exposition à la télévision entre 1 et 3 ans, et troubles de l'attention. Alors vous savez qu'on détecte les troubles de l'attention généralement pas entre 1 et 3 ans, on le détecte un peu plus tard. Donc on va regarder plus tard dans le développement si, par exemple à 6-7 ans, un certain nombre de ces enfants qui passaient énormément de temps devant la télévision entre 1 et 3 ans avaient des troubles développaient plus de troubles de l'attention que les enfants qui passaient moins de temps devant la télévision. Alors il y a une relation, mais la relation, elle commence à apparaître pour une exposition qui dépasse 7 heures par jour entre 1 et 3 ans. Donc c'est quand même une population particulière. C'est-à-dire que tous les enfants ne passent pas entre plus de 7 heures par jour devant la télévision. Donc il y a un lien, il est significatif, mais il est significatif à des doses d'exposition à la télévision qui sont massives. D'accord ? Donc encore une fois, il faut prendre tout ça avec une certaine, je dirais, distance, en se disant, ok, il pourrait y avoir un lien, mais encore une fois, il n'apparaît qu'à des doses d'exposition extrêmement fortes. Et deuxième chose, si vous réfléchissez à la problématique un peu plus profondément, l'autre problématique, c'est de savoir, est-ce que c'est pas les enfants qui avaient des troubles de l'attention qui ont passé plus de temps devant la télévision ? Parce que ça, on ne le sait pas, on ne peut pas le mesurer dans cette étude-là. Il est possible que ce qu'on voit apparaître en fait, c'est que les enfants qui ont des troubles de l'attention, ils sont plus mis devant la télévision ou ils passent plus de temps devant la télévision. Ça, on ne peut pas le dissocier dans cette étude-là. Donc encore une fois, qu'est-ce qui est le moteur de cette exposition? Est-ce que c'est vraiment l'exposition à la télévision qui produit les troubles de l'attention, ou est-ce que c'est parce que les enfants avaient un trouble de l'attention qu'ils ont passé plus de temps devant la télévision? J'ai pas la réponse, mais je veux juste que vous vous ameniez à vous poser la question comme ça. D'accord ? Alors il y a aussi un certain nombre de questions sur la relation entre QI verbal et télévision. Souvent on dit développement langagier. Vous savez, il y a une étude qui vient de sortir, il y avait 2 ou 3 articles dans la presse là récemment qui montrent que le développement de langagier de l'enfant a diminué fortement ces dernières années, et un certain nombre de journalistes ont fait une relation assez rapide avec l'émergence des écrans. Mais il n'y a rien dans l'article, si vous regardez, il n'y a aucun chiffre qui semble suggérer ça. C'est-à-dire qu'on est typiquement dans un cas de corrélation qui fait causalité. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a plus d'écrans et que le développement langagier diminue, et les journalistes ont dit « Ah bon, ben, ça veut dire que c'est le développement des écrans qui ont créé la diminution des compétences langagières. » Vous ne pouvez pas faire ça, il faut savoir si la causalité, elle est directe ou pas directe. D'accord ? Donc, et pour l'instant, on ne sait pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas. Encore une fois, on n'a juste pas pour l'instant de données formelles là-dessus. Donc, c'est une question légitime qu'il faut se poser. Encore une fois, la question, elle ne peut émerger que si on suit les mêmes enfants au cours du développement. Donc, il y a une relation effectivement entre QI verbal et télévision. C'est-à-dire que plus l'exposition à la télévision est importante, plus on a un lien qui est un lien ténu entre développement du QI verbal et exposition à la télévision. Encore une fois, c'est toujours négatif. Là, c'est plus vous passez de temps devant la télévision, plus votre QI verbal est moins bon est votre QI verbal. C'est vrai quand on regarde à chaque âge, mais c'est vrai aussi quand on regarde en longitudinal, ce qui est plus intéressant. Est-ce que mon exposition à la télévision, par exemple, à 3 ans, va entraîner un effet sur mon QI verbal à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans. D'accord ? Il semble qu'il y ait un lien. Alors le lien, il est faible, on n'explique pas énormément de variabilité, mais il y a quand même un lien. Sauf qu'en fait, si on se pose la question un peu différemment, parce que ici, je prends la télévision dans sa globalité, mais si on rentre en fait dans les contenus, parce que c'est ça la vraie question, c'est pas tant l'exposition à la télévision, c'est quel programme je regarde à la télévision. Et il y a notamment un résultat qui est intéressant. Si on regarde, vous voyez tout ce que c'est que les Teletubbies ? Ouais. Vous savez, c'est le programme qui était fantastique parce que, soi-disant, la narration, elle était basée sur la capacité de traitement et la vitesse de traitement des bébés. C'est pour ça que c'était super les Teletubbies et qu'il fallait massivement mettre les bébés devant les Teletubbies. Si on regarde le lien entre exposition aux Teletubbies et développement du langage, le lien est négatif. C'est-à-dire que plus vous passez de temps à regarder les Teletubbies, moins vous développez le langage. Ah, c'est pas complètement surprenant, je ne sais pas si vous avez déjà vu les Teletubbies. Ils prononcent pas beaucoup de mots, c'est essentiellement des sons mis les uns à côté des autres. Alors c'est peut-être très bien pour, je dirais, la narration et la vitesse de la narration adaptée aux capacités de traitement du bébé, c'est pas génial pour le développement du langage. Par contre,
Si vous regardez d'autres types de programmes, il y a un certain nombre d'études qui semblent suggérer que l'exposition à des programmes du type Dora l'exploratrice ou Rue Sésame, ça a des effets positifs sur le développement langagier. Donc encore une fois, c'est pas tant le type de média, c'est le type de contenu sur quel média. Et c'est toujours comme ça qu'il faut se poser les questions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on propose sur le média? C'est-à-dire qu'en soi, le média, il n'est pas bon ou mauvais. Il est bon ou mauvais en fonction de ce que vous regardez dessus. D'accord? Donc encore une fois, il faut éviter l'espèce de surgénéralisation en disant la télé c'est pas bon, ou les tablettes c'est pas bon, ou le smartphone c'est pas bon. Ça dépend de ce qu'on fait dessus. D'accord? Et donc ça dépend, sur un même média, vous prenez deux programmes pour les enfants, Teletubbies versus Rue Sésame, et vous voyez soit des effets positifs sur le développement langagier, soit des effets négatifs sur le développement langagier. Donc encore une fois, il faut prendre ces questions-là avec la distance nécessaire. Alors je voulais juste vous montrer ce que ça peut donner en termes de... quand on regarde sur l'imagerie cérébrale, ici c'est une imagerie cérébrale, c'est pas tant en temps réel quand le cerveau est en train de fonctionner, en train de résoudre une tâche, c'est on prend en gros l'anatomie cérébrale. Donc on a fait une image de l'anatomie cérébrale et on va regarder le volume de certaines aires cérébrales. Et on va regarder le lien entre le nombre d'heures devant la télévision et le volume cérébral. Si on regarde de façon transversale, c'est-à-dire que si on regarde chez les enfants de 4 ans le temps passé devant la télévision et le volume cérébral, on voit qu'il y a un lien. Et que ce lien, il est essentiellement dans les parties postérieures du cerveau, et puis un tout petit peu dans la partie préfrontale. Donc je vous ai dit, c'est quand même un peu embêtant, parce que la partie préfrontale, c'est quand même là où il y a toutes nos fonctions de haut niveau. Mais je dirais que ça nous dit qu'il y a un lien, mais qu'il n'est pas, c'est pas massif. À partir du moment où on regarde en développement, vous allez voir que la cartographie change un peu. C'est-à-dire que, tout d'un coup, si on regarde le temps d'exposition à 4 ans, ce que ça a comme effet sur la maturation cérébrale plus tard au cours de la vie, on voit qu'à ce moment-là, on affecte un réseau qui est beaucoup plus large. Donc encore une fois, la question c'est est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que l'exposition aux médias, ça transforme quelque chose dans le cerveau. Et ça transforme quelque chose dans la maturation cérébrale. Pas simplement le volume du cerveau à un âge donné, mais la maturation des aires cérébrales au cours du développement. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Je ne peux pas vous donner la réponse. Mais ce qu'on sait, c'est qu'une exposition forte, comme n'importe quelle exposition à une expérience X ou Y, si vous passez beaucoup de temps à lire, si vous passez beaucoup de temps à faire un certain nombre d'activités, ça va transformer votre cerveau. Et ça va transformer votre cerveau dans le temps. Moi, c'est exactement la même chose avec la question des médias. D'accord? C'est pas différent de l'apprentissage de la lecture. Quand vous apprenez à lire, c'est une exposition massive à une expérience en particulier, ça transforme en profondeur votre cerveau. Alors, il y a aussi beaucoup de questions autour des écrans et du sommeil. On s'est beaucoup posé la question de se dire, mais finalement, est-ce que l'exposition aux écrans, ça n'a pas un effet délétère sur le sommeil? Alors, il y a deux études qui viennent de sortir qui sont intéressantes. Il y a une première étude qui montre qu'effectivement, il pourrait y avoir des effets de l'utilisation des écrans sur la qualité du sommeil, mais essentiellement quand les écrans sont utilisés juste avant de se coucher, donc dans l'heure qui précède le coucher, et quand ils sont utilisés dans une pièce sombre, mais pas dans une pièce éclairée. Donc encore une fois, oui, il pourrait y avoir des effets, mais ces effets, ils sont aussi très dépendants du contexte dans lequel on utilise les écrans. Donc une des préconisations, ça pourrait être pas d'écran dans l'heure qui précède le coucher. Mais ça ne veut pas dire pas d'écran. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne sera pas forcément la même décision de politique publique, parce que ça dépend effectivement ça semble très dépendant de l'utilisation d'écran et du contexte dans lequel on utilise les écrans. Il y a une deuxième étude qui est sortie en corollaire de celle-là, c'est juste pour vous montrer voilà, un peu l'étendue de ce qu'on a aujourd'hui dans la littérature, avec aussi toutes les difficultés de se forger une opinion, parce que quand on regarde ces différentes études, les résultats sont très différenciés. Il y a une autre étude qui vient me montrer que, effectivement, il y a bien un lien entre temps de sommeil et temps d'exposition aux écrans, notamment à l'adolescence. Il y a une différence significative entre les adolescents qui passent le plus de temps sur leur smartphone et la qualité de leur sommeil, et notamment sur leur temps de sommeil. La différence est significative statistiquement, mais quand on regarde en termes de valeur absolue de temps de sommeil, la différence elle est de 8 minutes. Entre les adolescents qui passent plus de 7 heures par jour sur leur smartphone et ceux qui passent moins de 2 heures par jour sur leur smartphone. 8 minutes sur 8h30. Hein. Donc c'est l'épaisseur du trait, c'est juste ce que je veux vous dire. Donc encore une fois, ça dépend de l'âge auquel on regarde cette problématique-là, et on peut avoir des effets significatifs qui ne révèlent pas nécessairement des temps de sommeil, de différence de sommeil absolue. Donc encore une fois, à prendre avec, je dirais, tout le recul nécessaire. Bon, la dernière chose, c'est
l'utilisation du numérique et bien-être à l'adolescence, puis après je vais vraiment rentrer plutôt sur les apprentissages scolaires et l'effet du numérique sur les apprentissages scolaires et l'intérêt d'utiliser le numérique pour les apprentissages scolaires. Mais la dernière idée, c'est l'utilisation du numérique et le bien-être à l'adolescence. Donc il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis là-dessus, notamment dans la presse grand public, avec cette idée que si les adolescents passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, ils vont avoir des problématiques socio-émotionnelles et que ça aura des effets sur leur bien-être. Bah, sauf que quand on regarde vraiment les chiffres, c'est-à-dire que si vous prenez une énorme cohorte, on a colligé les données de plusieurs cohortes ensemble, on a regardé les données sur plus de 350 000 adolescents. Quand vous regardez sur plus de 350 000 adolescents le temps qu'ils passent sur tous les supports confondus, et en partie sur les réseaux sociaux, parce qu'on sait que les adolescents passent le plus de temps en fait d'utilisation du numérique, essentiellement en interaction sur les réseaux sociaux, on voit que l'utilisation du numérique, il explique 0,4% des variations interindividuelles du bien-être des adolescents. Donc, rien. Il n'y a pas de relation entre le temps que passent les adolescents sur leur smartphone et leur bien-être. Il n'y en a pas. Donc encore une fois, c'est pas parce que vous avez dans votre observation et dans votre entourage, dans une observation qui est non systématique, on semble observer qu'il y aurait un effet du bien-être des adolescents en fonction du temps qu'ils passent sur les réseaux sociaux. En tout cas, quand on collige les données sur des grandes bases de données, ça disparaît. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Hein. Encore une fois, moi, je vous dis juste ce qu'on peut dire basé sur la littérature scientifique. C'est pas mon point de vue. D'accord ? Ok. Bon, je fais une dernière aparté parce que j'aime bien le dire à un moment, parce que comme ça m'énerve particulièrement, comme ça sera sorti de ma tête. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un collectif contre l'usage excessif des écrans, qui a eu des pleines pages dans le monde à plusieurs reprises, et qui argumente que l'exposition aux écrans crée de l'autisme numérique. Alors, l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental sérieux. On l'a très mal pris en charge en France, on est très en retard. Et l'exposition aux écrans ne crée pas d'autisme. C'est impossible, d'accord ? Il n'y a pas de... C'est un peu comme les vaccins qui créeraient des troubles neurodéveloppementaux. Tout ça, c'est de l'ordre du mythe. Hein ? Donc il faut être assez sérieux. Les problématiques du numérique et de l'exposition aux écrans, c'est une question sérieuse, sur lequel il faut qu'on se penche. De façon générale, nous, communauté scientifique, on a besoin de temps pour pouvoir donner des réponses à la société. Mais par contre, ce qui est absolument clair, c'est que l'exposition au numérique ne crée pas de troubles du spectre autistique. Il n'y a aucune donnée dans la littérature qui puisse suggérer ça. Et encore une fois, l'autisme et les troubles du spectre autistique, ça a une étiologie biologique, pas psychologique. D'accord ? Pour avoir de l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental. Ça veut dire que le cerveau fonctionne un peu différemment. Ok ? Voilà, une fois que j'ai dit ça, c'est sorti de mon esprit et tout va mieux. Et ça nous permet d'avoir une discussion sérieuse autour de ces questions-là, qui est une vraie discussion. Hein, je veux dire, je pense qu'il faut se poser la question. Et je pense que les pouvoirs publics doivent se saisir de cette problématique-là. Mais ils doivent pouvoir se la saisir de façon raisonnée, et pas simplement sur, je dirais, l'observation de quelques patients dans un cabinet médical. Parce que, par définition, les patients que vous voyez dans un cabinet médical, qu'un pédopsychiatre va voir, il voit un échantillon biaisé de la population générale. Parce que les gens qui viennent le voir, c'est précisément les gens ou les enfants qui ont des problèmes vis-à-vis des écrans. Ça ne représente pas la population générale. Typiquement, ce que je vous montre ici, c'est qu'à partir du moment où vous regardez sur la population générale, ben, les effets semblent disparaître. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certains adolescents qui ont des problématiques de bien-être liées à leur exposition aux réseaux sociaux. Mais ça ne veut pas dire que c'est une problématique de santé publique. Voilà, il faut juste arriver à dissocier les deux. Ok, bon, je vais rentrer progressivement, cette fois-ci plus sur les apprentissages. Alors, une des questions, c'est que vous savez qu'on utilise de plus en plus les MOOC. Et la question des MOOC, évidemment, ça pose la question de savoir est-ce qu'on apprend de la même manière quand je vous expose à du contenu numérique ou quand je vous expose, d'une certaine manière, à une interaction de tutelle directe. Et il y a une étude qui est intéressante de ce point de vue-là, qui a été menée chez des enfants de 6 ans. Alors le principe de l'étude, elle est relativement simple, c'est une tâche extrêmement classique en psychologie, qui est c'est un apprentissage implicite de règles de classification. D'accord ? Donc on va demander à l'enfant de comprendre quelle est la règle de classification qui prévaut
et qu'on va lui montrer. Et donc, c'est fait dans deux situations. Soit la personne est directement en face de l'enfant, soit on a filmé la personne qui fait exactement la même chose. Et le principe est le suivant, la règle de classification, c'est une règle de catégorisation. Donc soit on catégorise les objets sur la base de la couleur, et l'enfant doit comprendre qu'il faut mettre le mug orange sur l'étoile orange, soit à un moment, on va changer la règle de classification, et on va mettre le mug sur le mug. Okay, donc il y a deux types de règles qu'on peut utiliser, soit mettre le mug orange sur l'étoile orange, soit le mug sur le mug. Okay, donc c'est une catégorisation basée sur la couleur, ou soit sur l'identité de l'objet. D'accord ? Donc c'est ce qu'on veut que l'enfant comprenne, apprenne. D'accord ? Et donc, cet apprentissage, il se fait soit en présentiel, soit en distanciel, pour faire simple. Bon, en gros, quand on regarde la capacité de l'enfant d'apprendre ces règles de catégorisation, il n'y a aucune différence. Strictement, on aboutit strictement au même apprentissage chez l'enfant et chez l'adulte, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Donc on pourrait se dire, finalement, ça règle un peu le problème. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le distanciel comme un mode d'apprentissage, et ça n'a pas de différence sur les acquisitions de l'enfant. Sauf que quand on commence à se regarder un peu plus en détail, et qu'on se pose la question de se dire, mais finalement, est-ce que dans le cerveau de l'enfant, la réponse est strictement identique que dans le cerveau de l'adulte au fait d'être en présentiel ou en distanciel, tout d'un coup, on voit que c'est pas exactement pareil chez l'enfant et chez l'adulte. Typiquement, si je fais ça, dans votre cerveau, automatiquement s'active votre cortex moteur. Et c'est ce qu'on appelle, vous savez, les neurones miroirs. Donc en gros, on a des neurones dans le cerveau qui, alors même que vous n'êtes pas en train de faire ce mouvement-là, va s'activer en réaction au fait que je fasse ce mouvement-là. L'observation simple de mon bras qui fait ça active dans votre cerveau une zone homologue liée à la motricité du bras. Et c'est ce qu'on appelle le réseau des neurones miroirs, et ce qui nous permet notamment de faire de l'imitation et de l'imitation différée. Et vous savez que l'imitation et l'imitation différée, c'est un processus extrêmement important des apprentissages. C'est-à-dire que souvent, quand on apprend par imitation. Alors d'abord, dans un premier temps, en imitation immédiate, et puis après, imitation différée. Ce qu'on voit, c'est que quand les enfants apprennent en présentiel, on a l'activation de ce réseau des neurones miroirs. Alors que quand ils sont en distanciel, ce réseau des neurones miroirs ne s'active pas chez l'enfant, alors qu'il continue à s'activer chez l'adulte. Donc encore une fois, l'idée, c'est pas tant de dire que quand on regarde au niveau comportemental, ils apprennent de la même manière, mais la question qu'il faut se poser, c'est toujours en développement. Le fait de ne pas avoir sollicité les neurones miroirs en utilisant massivement le distanciel à un âge donné, est-ce que ça ne va pas avoir ensuite des effets sur les apprentissages ultérieurs ? J'ai pas la réponse. Je vous dis simplement que voilà un autre type de question qu'on peut se poser. Quand on regarde le cerveau, on se rend compte que même si d'un point de vue comportemental, ils aboutissent à la même performance que les adultes, ils apprennent de la même manière en distanciel et en présentiel, alors pas exactement la même performance, mais en tout cas, il n'y a pas de différence entre l'apprentissage en distanciel et l'apprentissage en présentiel. Néanmoins, le cerveau ne répond pas exactement de la même manière à avoir quelqu'un en face de nous qui nous fait apprendre une règle, et le fait qu'on soit en distanciel, ça c'est le cas chez l'enfant. Chez l'adulte, il n'y a aucune différence. Chez l'adulte, dans tous les cas, il active son réseau des neurones miroirs. Mais l'adulte, quand on prend l'adulte, en tout cas de nos générations, généralement, il a appris essentiellement en présentiel, et très peu en distanciel. Donc ça pose une question. Est-ce qu'on peut utiliser le distanciel, et à quel âge on peut commencer à l'utiliser, sans qu'on ait notamment d'effets à un âge donné, mais aussi plus tard dans le développement. D'accord ? Donc c'est aussi cette question-là qu'il faut se poser. Toujours en relation avec l'apprentissage de la reconnaissance des lettres, soit avec un apprentissage par observation, soit avec un apprentissage actif. Et vous savez, c'est toute cette question, vous savez que les pays nordiques, pendant un temps, avaient instauré essentiellement l'apprentissage de l'écrit par le clavier, et qu'ils sont en train d'y revenir, c'est-à-dire qu'ils sont en train de revenir à la graphie, parce qu'ils se rendent compte que finalement, apprendre la graphie des lettres, c'est extrêmement important pour la reconnaissance visuelle des lettres. C'est-à-dire qu'en fait, ce que montre ce petit diagramme, c'est que quand vous apprenez les lettres simplement par observation visuelle, vous êtes moins bon pour reconnaître ces lettres que quand vous avez appris la graphie de chacune de ces lettres. Parce qu'en fait, quand on voit une lettre, s'active en parallèle le réseau moteur qui produit la graphie de cette lettre-là. Et ça, c'est une aide à la reconnaissance visuelle. Donc parfois, apprendre à écrire, ça nous aide, enfin c'est pas parfois, apprendre à écrire, ça nous aide à reconnaître les lettres. Donc encore une fois, cortex moteur, implication de la motricité pour les apprentissages. Alors, on le sait depuis longtemps, mais on peut maintenant l'objectiver en utilisant ce type d'approche de neurosciences cognitives. C'est-à-dire qu'on sait qu'effectivement, apprendre la graphie d'une lettre,
c'est-à-dire ne pas utiliser un clavier directement, ça a un effet critique pour la reconnaissance des lettres. Donc ça veut dire que oui, il faut continuer à utiliser en tout cas l'apprentissage de l'écrit chez l'enfant, parce que ça participe aussi au développement de ses capacités de lecture. D'accord ? Donc on ne peut pas aujourd'hui dire la préconisation, c'est d'utiliser un clavier pour tout le monde. D'accord ? D'ailleurs, on voit bien qu'on y est revenu dans un certain nombre de pays. Alors, une fois que je vous ai dit ça, mais néanmoins, est-ce qu'on ne peut pas utiliser la tablette pour apprendre à écrire ? Alors, c'est une vraie question. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites sur cette question-là. Et l'idée, c'est apprendre à écrire des lettres majuscules via une tablette avec soit un stylet, soit une tablette au doigt, soit papier-crayon. Donc, ce qu'on va comparer, en gros, l'apprentissage classique, faire des lignes d'écriture, soit apprendre la graphie des lettres sur une tablette, soit apprendre la graphie des lettres sur une tablette avec un stylo, d'accord, pour un petit stylet, d'accord. Et on va comparer, avant et après apprentissage, la capacité de l'enfant à former les lettres sur une feuille, papier-crayon. Donc le test, il est bien sur former les lettres sur une feuille papier-crayon, d'accord. Mais donc il y a un tiers des enfants qui apprennent en faisant des lignes d'écriture comme on peut le faire, ou comme on le faisait avant en tout cas. Et puis il y en a 2 tiers qui apprennent sur tablette, un tiers avec leurs doigts et puis un tiers avec le stylet. Okay, et on va regarder laquelle des approches marche le mieux. Eh bien l'approche qui marche le mieux, c'est l'apprentissage sur tablette. C'est pas l'apprentissage à faire des lignes d'écriture. Donc là, on voit un apport de numérique. Et il est clair, hein, je veux dire, il est massif. Hein, la taille des effets, elle est extrêmement importante dans ce type d'études. C'est-à-dire qu'encore une fois, ils ne sont pas testés sur tablette. On est tous d'accord, ils sont testés sur une ligne d'écriture papier-crayon. Donc il y a un transfert du média numérique sur le média papier-crayon. D'accord ? Donc là, encore une fois, ça permet aussi de faire bouger un peu notre conception des apprentissages fondamentaux. C'est-à-dire que l'écriture, peut-être que la ligne qu'on fait faire aux enfants papier-crayon, c'est pas la meilleure façon de lui apprendre la graphie. Alors pourquoi ? La question, l'idée, elle, à mon avis, elle ne tient pas tant aux médias qu'on utilise, elle tient au fait que quand vous êtes sur une tablette, vous pouvez faire une correction en temps réel du mouvement. Ce que vous ne pouvez pas faire quand vous avez 25 enfants dans une classe sur la graphie de ces lettres. Vous pouvez le faire a posteriori, mais vous savez que l'apprentissage, il se fait sur la base des erreurs. C'est-à-dire que pour apprendre, il faut faire des erreurs, c'est comme ça. Je pense que si on arrivait à faire passer cette information importante aux enfants que c'est pas grave de faire des erreurs parce que son cerveau apprend en faisant des erreurs, je pense que ce serait une bonne chose. Mais ça marche que si la correction de l'erreur se fait extrêmement rapidement après la production. C'est-à-dire que si vous attendez un temps très long entre le moment où l'enfant a produit quelque chose et le moment où vous faites une correction sur sa production, ben l'apprentissage est moins bon. Et ce que vous permet le numérique et ce que permet la tablette, précisément, c'est de réduire ce temps entre production et correction de la production. Et donc c'est probablement pour ça qu'on a un effet bénéfique de l'utilisation de la tablette sur la graphie des lettres. D'accord ? Et il semble que c'est d'autant plus le cas quand les enfants utilisent leurs doigts par rapport à un stylet. Parce que probablement que dans le doigt, il y a une côté proprioception et développement du cortex moteur et de la motricité qui est un peu plus importante. Ça marche là-dessus, c'est assez contre-intuitif. Hein, c'est-à-dire que je pense que si je vous avais posé la question avant, vous m'auriez dit que, a priori, si on les testait sur du papier-crayon, ils devraient être meilleurs s'ils ont appris sur papier-crayon. Ben, c'est pas le cas. D'accord ? Donc, encore une fois, contre-intuitif. Mais voilà comment on peut utiliser intelligemment le numérique pour aider peut-être ceux, pas l'ensemble de la classe, mais en tout cas ceux qui ont des problèmes de graphie. Peut-être qu'une des façons, c'est de pouvoir faire de la différenciation pédagogique en utilisant précisément une tablette. D'accord ? Ok, apprentissage sur tablette et lecture. Je ne vais pas du tout rentrer dans les problématiques des méthodes de lecture. Hein. Vous ne voulez pas savoir mon avis là-dessus. Sauf que je pense que le débat était clos et qu'il n'y avait pas besoin de le réouvrir. Bon, il y a un jeu qui existe qui s'appelle Graphogame. Ce jeu, c'est un jeu sur tablette qui a été développé en Finlande il y a pratiquement maintenant une dizaine d'années. Graphogame, c'est un jeu qui apprend les associations graphophonemiques. Donc vous savez qu'il y a une première étape de l'apprentissage de la lecture qui est quand on ne connaît pas un mot, on est obligé de décomposer ce mot en graphème et en phonème. D'accord ? Notamment parce que quand on regarde le réseau qui s'active pendant la lecture, il y a 2 grandes voies dans la lecture. Il y a la voie qu'on appelle la voie ventrale, donc c'est la voie basse dans le cerveau, qui, une fois que je suis un lecteur expert, on me présente un mot, je reconnais la forme globale de ce mot et j'accède directement à son sens. Ça, c'est la voie directe. Et puis, il y a une voie un peu plus indirecte. Quand j'ai jamais vu un mot de ma vie,
comme je suis un lecteur expert, j'ai appris à faire du décodage graphophonémique et je peux décomposer les graphèmes en phonèmes pour accéder au son du mot et donc au sens du mot. Okay, en gros, c'est les deux grandes voies. Et donc, chez l'enfant, il y a la nécessité de faire les deux, mais il y a effectivement la nécessité à un moment d'apprendre les associations graphophonémiques. Donc de savoir quel graphème est associé à quel phonème, quelle lettre est associée à quel son de lettre. Et ce que fait ce petit jeu, c'est d'apprendre les associations graphophonémiques dans un cadre gamifié, avec, on va jouer aussi sur la motivation intrinsèque de l'élève. Donc la question qui s'est posée, c'était de se dire, qu'est-ce que ça apporte finalement d'apprendre les associations graphophonémiques via Graphogame, notamment sur la reconnaissance des lettres. Donc là, ici, on n'est pas au niveau d'un graphème, on est vraiment sur une lettre. D'accord ? On est sur la lettre et on essaye de voir quel est l'effet positif ou négatif d'utiliser Graphogame. Il y a 3 temps dans l'étude, parce que quand vous faites ce type d'étude, si vous pensez que Graphogame peut avoir un effet positif sur les compétences en lecture, vous vous assurez que tous les enfants puissent bénéficier de l'exposition à Graphogame. Donc il y a toujours 3 temps dans l'étude. Il y a un groupe contrôle, un groupe expérimental. Le groupe contrôle, il joue à un autre jeu. D'accord ? Et puis, on va regarder les progrès cognitifs du groupe contrôle par rapport au groupe expérimental entre le temps 0 et le temps 1 de l'étude. Et puis au temps 1 de l'étude, on va changer. C'est-à-dire que le groupe contrôle devient le groupe expérimental et le groupe expérimental devient le groupe contrôle. Et puis on regarde au 2e temps de l'étude si en gros les enfants du groupe contrôle vont rattraper leur retard et devenir aussi bons que le groupe expérimental. D'accord ? Et comme ça, d'un point de vue éthique, tous les enfants ont bénéficié du jeu qui, de façon supposée, aide à l'association des associations graphophonémiques. Bon, ça fonctionne, Graphogame. C'est-à-dire qu'en tout cas, dans une population d'enfants finlandais, et après je dirai ce qui se passe en France, dans une population d'enfants finlandais, il y a effectivement des gains d'apprentissage qui sont plus importants en utilisant Graphogame qu'en utilisant d'autres types de jeux. D'accord ? Donc si on apprend les associations graphophonémiques via Graphogame, on accélère un peu la reconnaissance des lettres. D'accord ? Ça marche ? Alors ça c'est super, ça marchait chez les Finlandais. Mais vous voyez qu'il y a un petit problème, c'est que la langue n'est pas strictement la même en Finlande et en France. Et que notamment il y a une problématique forte qui est associée, c'est que, alors que le finlandais est une langue relativement transparente, ça veut simplement dire que l'association entre le graphème et phonème est relativement régulière en finlandais, elle n'est absolument pas en français. C'est-à-dire que le français est une langue très peu transparente, elle est quand même plus transparente que l'anglais, le pire c'est l'anglais. Hein. Ce qui fait que les enfants en Angleterre ont beaucoup plus de mal justement à apprendre les associations graphophonémiques et ils font beaucoup plus d'erreurs et beaucoup plus longtemps que les enfants français par rapport aux enfants français, mais aussi par rapport aux enfants italiens ou par rapport aux enfants finlandais. Quand on a utilisé, donc il y a 2 ou 3 études qui utilisent aujourd'hui Graphogame en France et qui essayent de valider l'approche Graphogame en France, de voir si effectivement l'utilisation de Graphogame dans les classes permettrait d'améliorer les compétences d'association graphophonémique chez l'enfant. Il y a notamment une étude menée par Johannes Ziegler à Marseille, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que les gains sont extrêmement limités, voire quasiment nuls. Donc ça fonctionne dans une langue, mais ça ne fonctionne pas forcément dans une autre langue. Donc encore une fois, quand on se pose la question du numérique, il faut se la poser dans le contexte où on teste, je dirais, l'effet positif de cette approche ou de ce jeu numérique. D'accord ? Donc encore une fois, l'approche numérique, oui, ça peut fonctionner, mais ça marche dans certains contextes, pas forcément dans tous les contextes, pas forcément dans toutes les langues. Donc il faut prendre aussi ce temps-là de l'expérimentation et de l'évaluation de l'effet positif ou négatif de ce type d'introduction d'apprentissage sur tablette. Ok, je vais essayer de vous montrer ce que nous, on est en train de faire, en vous expliquant que c'est un projet qui, pour l'instant, on n'a pas encore transféré l'apprentissage sur tablette, mais c'est un projet qui est en cours et dans lequel on est en train, je vais vous montrer l'intervention qu'on utilise, mais cette intervention, on est en train de la transférer sur tablette, justement pour savoir si une intervention dont on a mis en évidence qu'elle pouvait avoir des effets bénéfiques, notamment sur l'apprentissage des mathématiques chez les enfants dyscalculiques, est-ce que ça peut fonctionner quand on le transfère sur tablette ? Et pour l'instant, je n'ai pas forcément la réponse, mais je vais essayer de vous montrer comment on peut aborder ces problématiques-là en recherche, et aussi pour vous expliquer, et c'est le recteur de Paris qui m'a soufflé ce concept-là il y a quelques semaines, on a un problème de conflit de temporalité. C'est-à-dire que vous voulez des réponses tout de suite, et sauf que la science va mettre longtemps à vous apporter des réponses. Mais il faut juste qu'on vive dans ce conflit de temporalité, dans cette ambiguïté qui est latente, parce que effectivement, j'ai pas toutes les réponses. Par contre, je peux vous amener à vous questionner sur les outils que vous utilisez. C'est un peu l'objet de ce qu'on fait aujourd'hui. Ok, donc,
ici, c'est une intervention qui a été développée par une de mes collègues qui vient de l'université de Stanford, qu'on a recrutée l'année dernière au laboratoire. Et elle s'est posé la question de se dire, mais qu'est-ce que je pourrais imaginer comme intervention pédagogique qui permettrait de compenser les déficits observés chez les enfants dyscalculiques en mathématiques. Donc elle a deux populations, elle a des enfants dyscalculiques, des enfants typiques. Et ce qu'on voit quand on regarde le réseau qui s'active chez les enfants dyscalculiques quand ils sont dans une situation de résolution de petites opérations arithmétiques, en gros, ce qu'on observe, c'est qu'ils n'utilisent pas un réseau différent des enfants typiques. Ils utilisent exactement le même réseau. La seule différence, c'est qu'ils suractivent ce réseau pour arriver aux mêmes performances. Et même parfois pour arriver à des performances moins bonnes. Donc en gros, c'est aussi pour ça que c'est si difficile pour les enfants qui ont des troubles des apprentissages, c'est que non seulement ils ont, par définition, ils ont des difficultés, mais comme ils ont des difficultés, arriver à des niveaux de performance même inférieurs aux enfants typiques, ça leur demande de recruter beaucoup plus leur cerveau. D'accord ? Donc c'est aussi pour ça qu'il y a de la fatigue qui s'opère beaucoup plus rapidement chez ces enfants-là. Et donc ce qu'elle s'est posé comme question, c'était de se dire, mais finalement, est-ce que je ne peux pas imaginer une intervention qui est basée sur renforcer chacun des processus neurocognitifs qui est important dans la cognition numérique. Donc elle ne va pas prendre, disons, l'entrée en se disant je vais renforcer les compétences arithmétiques des enfants. Elle se dit je vais essayer de renforcer toutes les briques de base de la cognition numérique dans le cerveau. Et donc elle a une activité, alors ici c'était un tutorat individualisé qui dure 3 heures par semaine pendant 8 semaines. Enfin, vous voyez un peu le type d'intervention qui n'est pas forcément directement transférable dans une classe. D'où l'idée de se dire est-ce qu'on ne peut pas essayer de le transférer sur une tablette pour que ce soit utilisable de façon plus généralisée dans les classes. Et donc l'idée c'est qu'on va jouer par exemple sur apprendre au cerveau de l'enfant à faire de l'estimation approximative du nombre. Ici c'est ce que vous voyez les petits nuages de points. Là évidemment c'est trivial, hein. Vous voyez qu'il y a 3 points versus 4 points. D'accord, c'est bon pour tout le monde. Mais normalement, la tâche, c'est que je flash les nuages de points, et il y en a énormément des nuages de points, et votre cerveau est déjà capable, sans compter, de savoir là où il y a le plus de points dans les nuages. Et donc on va renforcer ce type de processus, on va renforcer les processus arithmétiques dans le cerveau, donc on va demander à l'enfant de résoudre des petites opérations arithmétiques. On va aussi travailler sur la mémorisation des faits arithmétiques, c'est-à-dire que si je vous demande combien font 1 plus 3, a priori, vous avez la réponse tout de suite. Elle est stockée en mémoire à long terme. D'accord ? Bon, on fait exactement la même chose avec les enfants. On leur demande d'apprendre un certain nombre de faits arithmétiques. Et puis, on travaille aussi sur la reconnaissance des symboles et la comparaison de la magnitude des nombres entiers. Donc, ils font ça pendant 8 semaines. Et puis, avant et après apprentissage, ils viennent dans l'IRM. Et on regarde le réseau qui s'active en réaction à la résolution de problèmes arithmétiques. D'accord ? Chez les enfants dyscalculiques et chez les enfants tout venant. Donc ce que vous avez à gauche sur les deux histogrammes de gauche, c'est avant l'apprentissage, à droite c'est après apprentissage. Ce que vous avez en rose ou en saumon, c'est les enfants dyscalculiques, c'est les performances des enfants dyscalculiques, et ce que vous avez en bleu, c'est les performances des enfants tout venant. Donc c'était attendu, avant apprentissage, il y a un différentiel de compétences en mathématiques, mais ce qu'on voit, c'est qu'après 8 semaines, on a considérablement diminué la différence entre les performances des enfants dyscalculiques et les performances des enfants tout venant. Donc voilà le type d'intervention qu'on pourrait utiliser, et ça se maintient dans le temps, cette intervention. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement juste après l'apprentissage. Si on regarde quelques mois après l'apprentissage, ce gain, il se maintient dans le temps. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas mésinterpréter l'image que je vous montre du cerveau là. Le fait qu'il n'y ait plus d'activation, ça ne veut pas dire qu'ils n'utilisent plus leur cerveau. Hein. Ça veut juste dire que cette augmentation des capacités mathématiques chez les enfants dyscalculiques, elle se traduit au niveau cérébral par une normalisation du réseau qui est impliqué dans la résolution des problèmes arithmétiques. C'est-à-dire que avant, après apprentissage, les enfants dyscalculiques ont normalisé le réseau qu'ils utilisent pour résoudre des problèmes arithmétiques. Donc on voit comment on peut non seulement améliorer au niveau comportemental les performances des enfants dyscalculiques, mais on arrive aussi à normaliser d'une certaine manière leur réseau, où je dirais que le corrélaire, c'est une plasticité qui s'opère au niveau cérébral qui permet de normaliser le réseau qui est impliqué dans la résolution des petites opérations arithmétiques d'addition et de soustraction. Ça ne veut pas dire qu'ils ont réglé, qu'ils sont toujours dyscalculiques. Hein. Vous savez qu'avec les troubles des apprentissages, on fait de la remédiation. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne va pas transformer, leur cerveau continuera à fonctionner un peu différemment. Il faut apprendre à son cerveau, d'une certaine manière, à renforcer un certain nombre de processus pour qu'il puisse, au cas par cas, essayer de remédier. De la même manière, si vous êtes dyslexique, vous êtes dyslexique toute votre vie. Mais vous avez appris des stratégies de compensation. Et donc c'est exactement la même chose. Ici, c'est une stratégie de compensation. Donc on est en train d'utiliser exactement la même intervention, mais cette fois-ci plus chez des enfants dyscalculiques,
Et cette intervention, maintenant, elle a été implémentée sur tablette, mais c'est des enfants qui viennent de niveaux socio-économiques défavorisés. Donc vous savez que pendant longtemps, il y a une espèce de mythe de dire que les neurosciences cognitives c'était réductionniste parce qu'on ne tenait pas compte de l'environnement et du contexte dans lequel se développait l'enfant. C'est plus du tout le cas. C'est-à-dire que maintenant, les neurosciences cognitives et la psychologie de développement notamment tiennent évidemment en compte du contexte dans lequel se développe l'enfant. C'est-à-dire que, évidemment, le contexte dans lequel vous vous développez va avoir un effet sur votre maturation cérébrale. Et notamment, on sait que les enfants qui se développent dans la pauvreté, dans la grande pauvreté, ils sont notamment beaucoup plus soumis à du stress chronique. Pas du stress ponctuel, mais du stress tout au long de leur développement. Et que vous savez que le stress, ça augmente le taux de cortisol dans le corps humain, et que, pas de chance, vous avez des récepteurs au cortisol dans votre cerveau. Et que, notamment, l'endroit où il y a le plus de récepteurs au cortisol, c'est toutes les zones, ou tous les réseaux, qui sont impliqués dans les apprentissages scolaires fondamentaux. C'est-à-dire le réseau du langage, le réseau de la mémoire à long terme, et le cortex préfrontal, et le réseau émotionnel. Donc en gros, vous multipliez les problématiques qui se posent. Ce qui vous pose aussi une question sur une des problématiques de notre système, qui est que ces enfants, ils n'ont pas des troubles des apprentissages. Ils ont une maturation qui est un peu différée dans le temps d'un certain nombre des structures qui sont importantes pour les apprentissages. Mais ce n'est pas des enfants qui sont dyscalculiques ou dyslexiques. Donc c'est des enfants chez qui il faut penser une pédagogie différenciée, qui ne soit pas forcément exactement la même que chez les enfants dyscalculiques ou dyslexiques. Mais l'idée, c'est déjà de voir, est-ce que si on prend des pédagogies qui sont tirées du type de remédiation qu'on utilise chez les dyscalculiques et chez les dyslexiques, est-ce que ça pourrait être bénéfique ou pas pour eux? D'accord, c'est une des entrées. C'est-à-dire que la problématique du niveau socio-économique sur les apprentissages scolaires, elle ne se pose pas uniquement dans une approche systémique, sociologique, de identification des enfants qui vivent dans ce type de milieu, mais c'est aussi une réponse pédagogique. C'est-à-dire quelle pédagogie on propose pour ces enfants-là. Ça, c'est une approche qu'on n'a pas forcément suffisamment développée, et qui va falloir commencer à développer, parce que vous savez qu'on a un problème en France, c'est que, indépendamment de notre classement dans PISA, on s'en fout d'être à la 26e ou à la 27e place, bon, c'est pas terrible, mais enfin, je dirais qu'on s'en fout. Ce qui est plus problématique, c'est que vous savez qu'on est le pays industrialisé dans lequel la corrélation est la plus forte entre le niveau socio-économique des élèves et leur réussite à PISA. Et ça, c'est plus problématique. Ça veut dire que notre système éducatif, il ne marche pas. Hein. Soyons très clairs. C'est-à-dire qu'il ne réduit pas les inégalités. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on a comme réponse de l'école à cette problématique-là. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on propose comme pédagogie pour ces enfants, d'autant qu'ils sont massivement orientés, pour certains d'entre eux, alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin, vers des classes spécialisées, notamment les enfants qui sont issus de la grande pauvreté. Parce que comme on les teste sur un QI verbal, et que, par définition, ils ont une maturation cérébrale qui fait que leurs compétences langagières se développent un peu plus lentement que les enfants qui vivent dans des environnements plus favorisés, on est là dans une espèce de paradoxe. Parce que quand ils arrivent au bout de la scolarité, ces enfants issus de la grande pauvreté, ils viennent quand même dire « mais pourquoi moi j'ai fait toute ma scolarité dans les classes spécialisées ?» Je veux dire, en soi, j'avais pas forcément besoin de ça. Ce que j'aurais eu besoin, c'est peut-être une pédagogie un peu adaptée à un moment de ma scolarité. Mais j'aurais peut-être dû et pu en sortir. Donc il se pose une vraie question. Donc la réponse ce qu'on essaie de faire en ce moment, c'est effectivement de voir dans quelle mesure, en utilisant, en adaptant l'intervention pédagogique qu'on a créée chez des enfants dyscalculiques, en la mettant sur tablette, est-ce que ça peut être une réponse à améliorer les capacités, notamment en maths, de ces enfants. Bon, il va falloir que j'avance un peu, parce que sinon je vais être très très en retard. Bon, ça c'est sur les apprentissages spécifiques. Il y a aussi un certain nombre de processus qui sont impliqués dans les apprentissages qui sont très transversaux, qui ne sont pas spécifiques à un apprentissage, pas spécifiques à la lecture ou aux maths, mais qui sont impliqués dans tous les apprentissages. Et notamment, les processus qui sont impliqués dans tous les apprentissages, c'est les processus qu'on appelle exécutifs. Donc c'est les fonctions de haut niveau, portées par le cortex frontal, qui permettent de réguler les processus, tous les processus qui sont impliqués dans les apprentissages. Et notamment, il y a un certain nombre de travaux qui ont été menés sur est-ce qu'on peut améliorer la mémoire de travail. Donc je vous ai dit, cette mémoire qui est un peu l'atelier du cerveau, qui est utilisée quand on est dans le cadre d'une résolution de problème pour manipuler les informations et retenir ces informations en vue de résoudre un problème. Et donc la question que se sont posées ces chercheurs chez des enfants de 9 à 10 ans, c'est de se dire est-ce qu'on peut créer une activité qui permet d'améliorer ces capacités de mémoire de travail. Alors c'est bien d'améliorer les capacités de mémoire de travail, mais c'est aussi bien de savoir est-ce que ça se transfère. Parce
que c'est super d'avoir un empan de mémoire de travail ou une capacité de mémoire de travail qui augmente, mais enfin si ça se transfère à aucun apprentissage scolaire, ça n'a aucun intérêt. Donc la question elle est double, c'est non seulement est-ce que je peux améliorer ces capacités de fonction exécutive, et d'autre part, est-ce que ça se transfère à un certain nombre d'apprentissages. Donc c'est ce qu'ils ont essayé de faire, ils les entraînent pendant 5 semaines, 15 minutes par jour, 5 jours par semaine, et ce qu'on observe c'est que déjà tout le monde ne répond pas de la même manière. Donc c'est un peu ce qu'on voit dans une classe. C'est-à-dire que vous faites un apprentissage et tous les élèves ne répondent pas de la même manière. Donc il y a certains élèves qui répondent plus ou moins bien à ce type d'apprentissage. Et ce qu'ils observent, c'est quand même qu'il y a un transfert. Et il y a notamment un transfert sur les processus de raisonnement abstrait. Donc c'est quand on entraîne la mémoire de travail, il semble qu'il puisse y avoir des transferts sur certains processus qui n'ont pas été entraînés spécifiquement dans la tâche, et notamment sur les processus de raisonnement abstrait. Le problème, c'est que si vous prenez 10 études, il y en a 5 qui disent ça, il y en a 5 qui disent l'inverse. Donc voilà où on en est. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des processus importants, ce n'est pas des processus sur lesquels il faille travailler, mais ça veut dire que peut-être qu'il faut les travailler de façon plus spécifique sur le problème ou sur la tâche d'intérêt. D'accord ? Donc encore une fois, il y a des processus très généraux aux apprentissages. Il faut en tenir compte quand on se pose la question de comment améliorer les apprentissages chez l'enfant, mais une entrée en se disant on va renforcer de façon très externalisée, hors contexte, ces capacités de mémoire de travail, ça ne semble pas forcément se transférer. Ça transfère dans certains cas et pas dans d'autres. Et pour l'instant, on ne sait pas vraiment pourquoi. D'accord ? Bon, jeux vidéo et capacités cognitives, je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus, parce qu'on entend beaucoup parler des jeux vidéo, et plutôt, je dirais, sur un versant négatif, les jeux vidéo rendraient les enfants violents, agressifs, et ainsi de suite. Oui, peut-être. J'ai pas forcément la réponse là-dessus. Il y a plein de résultats qui vont dans un sens ou dans un autre. Par contre, ce qu'on sait, c'est que chez l'adulte, quand on fait ce qui est un peu le standard, c'est-à-dire on fait un pré-test sur un certain nombre de capacités cognitives, on prend 2 groupes de joueurs, un groupe qu'on assigne à un type de jeu, un groupe qu'on assigne à un autre type de jeu, et on regarde ensuite, après avoir joué pendant X temps sur ces jeux, lequel des 2 groupes progresse le plus sur ses capacités cognitives. Il y a des effets, notamment sur l'attention sélective, mais quand on joue à des jeux assez particuliers. C'est-à-dire que, en gros, les pires jeux auxquels vous pouvez penser. Genre Fortnite, c'est super pour développer les capacités d'attention sélective des adultes. Alors que Sims, vous voyez Sims, ce que c'est, ouais, ça aucun effet. Ça a rien. Donc, encore une fois, paradoxe. C'est-à-dire que c'est pas forcément les jeux, spontanément, auxquels on se dirait ça va avoir un effet positif sur nos capacités cognitives. Mais effectivement, les jeux type Fortnite, les jeux type Doom, les jeux où on doit tirer sur les monstres, d'une certaine manière, si, ça entraîne notre attention sélective, parce que vous avez énormément d'informations qui sont présentes à l'écran et vous devez vous focaliser sur certaines informations pertinentes. Et donc, vous entraînez de façon incidente ce type de capacité. Alors, je ne suis pas en train de militer pour mettre les enfants devant ce type de jeu, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis juste que parfois, c'est un peu contre-intuitif. Et notamment, il y a des jeux qui ont été développés, qui sont beaucoup plus utilisables chez l'enfant. Vous savez, il y avait un vieux jeu pour l'ancienne génération, je ne sais plus sur quelle console, mais dans lequel il fallait tirer sur des canards. Bon, enfin, bon, peu importe. Bon, ils ont créé un espèce de jeu comme ça, sur lequel il faut tirer sur des canards pour les enfants. Donc, il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Et puis, je ne sais plus s'il faut vraiment tirer. Il faut tirer avec des flèches en caoutchouc. Donc, on ne tue pas les canards. Quand on fait ça et qu'on entraîne l'enfant là-dessus, notamment les enfants dyscalculiques, ça a des effets positifs sur leur capacité de lecture. D'accord ? Parce qu'il y a des troubles d'attention sélective chez les enfants dyscalculiques, et notamment qui ont des effets sur leur capacité de lecture. Et donc, renforcer ce type de processus en utilisant des petits jeux comme ça peut avoir des effets positifs sur les capacités de lecture des enfants dyscalculiques. D'accord ? Donc encore une fois, choisir le bon contenu, encore une fois, c'est un peu ça le message, c'est-à-dire que il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas forcément d'entrée en disant c'est bon, c'est mauvais les écrans. Par contre, il y a des contenus qui peuvent être pertinents et surtout qui doivent être très différenciés et spécialisés pour ce que vous voulez déclencher ou pour ce que vous voulez renforcer chez les enfants. Bon, je vais juste vous montrer ce que nous, on a essayé de faire sur tablette pour renforcer ce processus dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le processus d'arbitrage dans le cerveau humain. Donc en gros, c'est capacité de résistance aux automatismes. Et donc, on a essayé de développer 2 types d'interventions, une intervention en numérique et une intervention en présentiel. Et je vais essayer juste de vous montrer est-ce que ça marche pas et sur quoi ça marche. D'accord ? Puisque je vous ai montré
sur la mémoire de travail. Maintenant, je vais vous montrer sur un autre processus exécutif qui s'appelle le processus de résistance aux automatismes. Alors, pourquoi c'est intéressant de regarder le processus de résistance aux automatismes? Je vais juste vous montrer pourquoi je vous en parle, parce que vous allez voir que c'est un des prédicteurs les plus importants de la réussite scolaire, cette capacité à se contrôler, contrôler ses automatismes, qu'ils soient cognitifs ou comportementaux. C'est en fait un des processus qui est le plus prédictif de la réussite scolaire et universitaire. Alors, je vais vous montrer comment on le mesure. Je vais vous montrer une petite vidéo rapidement, si j'ai le temps. Alors, par contre, il va falloir que je trouve la vidéo. Et je vais vous montrer comment on mesure ça en psychologie. Donc, c'est une tâche toute simple. Vous avez une expérimentatrice qui rentre dans la salle. Vous avez un enfant qui est devant une table et on présente à l'enfant une guimauve. Et on dit à l'enfant, tu peux manger la guimauve maintenant, ou si tu attends, quand je reviens, je t'en donne une deuxième. Vous sortez de la pièce et vous regardez le temps entre le moment où vous avez donné la guimauve à l'enfant et le moment où il mange ou il ne mange pas la guimauve. Et puis évidemment, vous pouvez jouer sur l'âge des enfants, vous pouvez créer des contextes différents. Ici, c'est le grand frère et la petite sœur. Et donc, on explique juste, la consigne, elle est très simple. Hein. La consigne, c'est tu peux manger le marshmallow maintenant ou si tu attends, je t'en donne un deuxième quand je reviens. D'accord ? Et on regarde la capacité de l'enfant à résister à la tentation immédiate pour obtenir une gratification différée plus importante dans le futur. Donc là, l'enfant lui dit bon, bah, on va attendre. La petite dit oui, on va attendre. Voilà. Et elle a du mal à attendre. Et il y a évidemment un effet développemental. C'est-à-dire que c'est plus difficile pour la petite fille que pour le petit garçon, parce que le petit garçon est plus âgé que la petite fille. Une bonne stratégie, c'est de ne pas regarder la récompense immédiate. Donc voilà, donc elle l'a mangé, donc vous arrêtez le chrono, vous prenez le temps entre le moment où vous êtes sorti de la pièce et le moment où la petite fille a mangé le marshmallow. Donc là, il lui réexplique la consigne, il lui dit bon bah tu vas pas en avoir deux parce que tu l'as mangé. Et il lui dit mais si tu attends, tu vas en avoir un deuxième quand elle revient. Et là il lui dit bah là c'est fini parce que tu l'as mangé. Il dit bah moi j'ai rien mangé donc je vais en avoir deux. Donc il lui suggère de ne pas lui montrer. Peut-être que comme ça elle en aura une deuxième. Voilà, donc toutes les stratégies que peut mettre en place l'enfant pour essayer de résister. Ouais, donc là, il essaye activement de penser à autre chose. Alors, au maximum, ça dure 15 minutes. Hein. Non, 10 minutes, pardon. 10 minutes chez l'enfant. Généralement, ils en ont tous deux à la fin. Hein. Donc c'est d'autant plus difficile pour lui parce que là il voit sa sœur manger le marshmallow. Hein, donc là il en a mangé un petit morceau, on voit pas là. Mais... il y a un petit morceau qui a disparu. Voilà, donc là on a arrêté le chrono, on a pris le temps entre le moment où l'expérimentatrice est sortie de la salle et le moment où l'enfant mange le marshmallow. Voilà, puis des fois, ça m'est déjà arrivé, vous donnez la consigne à l'enfant, vous n'avez pas fini de donner la consigne, et l'enfant mange le marshmallow, et donc l'expérience est plantée. Voilà, donc ça peut arriver aussi. Ok, bon évidemment ça prête à sourire, ce qui est intéressant c'est donc déjà deux enseignements importants. C'est une recherche qui a été menée pour la première fois dans les années 60, et qui montrait que contrairement à ce qu'on pouvait penser, l'enfant est capable de se contrôler. Et que dès 4 ans, en fait, vous avez quand même 2 tiers des enfants qui attendent avant de manger le marshmallow. Alors vous n'en avez qu'un tiers qui va au bout des 10 minutes, hein, mais vous en avez quand même 2 tiers qui attendent. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a évidemment un effet développemental. C'est-à-dire qu'à 11 ans, il y a plus d'enfants qui sont capables d'attendre qu'à 4 ans. Dans le même temps, il y a une autre étude qui a commencé dans les années 70, dans laquelle ils ont suivi le même groupe d'enfants de 4 ans jusqu'à 30 ans. Et donc c'est le même groupe d'enfants, chez qui d'à peu près 1000 personnes, enfin 2000 enfants, qu'on a suivis entre 3 et 32 ans. Et on a mesuré un certain nombre de variables ou un certain nombre de caractéristiques de ce groupe d'enfants. Donc par exemple, on a mesuré entre 4 et 11 ans leur capacité de contrôle de soi, on a mesuré leur quotient intellectuel et on a mesuré le niveau socio-économique dans lequel ils grandissaient. Puis comme c'était les mêmes enfants, on a pu les suivre à l'adolescence, se dire quels sont ceux dont la réussite scolaire est bonne ou mauvaise, quels sont ceux qui sont sortis du système scolaire, quels sont ceux qui ont commencé à fumer ou qui sont impliqués dans des conduites à risque, et ainsi de suite. Et puis, on a suivi ces mêmes enfants une fois qu'ils étaient devenus adultes et on a pu regarder par exemple ceux qui étaient allés à l'université, quels étaient leur niveau de rémunération, leur santé physique, leur santé mentale et leur bien-être. Mais comme on a suivi les mêmes enfants au cours du temps, on peut se dire mais
qu'est-ce qui explique les différences interindividuelles observées chez l'adulte, qu'on peut lier ou relier aux différences interindividuelles observées chez l'enfant sur ces 3 facteurs. Soit le niveau socio-économique, soit le quotient intellectuel, soit sur les capacités de contrôle de soi. Encore une fois, on ne prédit pas la trajectoire d'un individu. C'est pas si vous mangez le marshmallow, c'est foutu pour vous, vous n'allez pas y arriver dans la vie. D'accord? C'est les différences interindividuelles qu'on essaye d'expliquer. D'accord? Bon. Évidemment, ce qui explique le plus de choses, soyons très clairs entre nous, c'est le niveau socio-économique. Hein. Pas de souci là-dessus. Néanmoins, si vous contrôlez pour les différences interindividuelles observées et qui sont dues au niveau socio-économique, la variable qui est la plus prédictive de la réussite scolaire, universitaire, de la santé physique, de la santé mentale, du bien-être, c'est pas le quotient intellectuel, c'est les capacités de contrôle de soi. Et donc c'est important. Ça veut dire que peut-être qu'il faut qu'on s'interroge collectivement sur quelles sont les compétences qu'il faut renforcer à l'école chez l'enfant pour qu'il réussisse. C'est pas forcément celles qui spontanément on essaye de renforcer. D'autant que vous êtes pas non plus sans savoir qu'il y a une révolution qui est en train de s'opérer au niveau de l'intelligence artificielle et qu'il y a 80% des métiers qu'on connaît actuellement qui auront disparu au moment où les enfants vont rentrer dans le monde du travail. Donc peut-être qu'il faut qu'on se pose collectivement la question de qu'est-ce qu'on renforce comme compétence chez l'enfant et quel est le socle des compétences qu'il faut renforcer. Les capacités de contrôle de soi, capacités de contrôle émotionnel. Vous avez tous entendu parler des compétences socio-émotionnelles. Bon, ça va être ça, hein, les compétences clés pour le 21e siècle, pour la réussite. Parce que si on se met sur... si on essaye de se mettre sur la compétition avec l'intelligence artificielle, on a perdu, hein, soyons très clairs. Hein, je veux dire, l'intelligence artificielle, elle va plus vite, elle a accès à plus d'informations, donc c'est pas là où il faut qu'on soit bon. Là où il faut qu'on soit bon, c'est sur ces capacités qui nous rendent humains, d'une certaine manière. Donc sur ces capacités socio-émotionnelles, sur ces capacités de pensée critique, sur ces pensées de raisonnement abstrait. C'est là où il faut qu'on essaye de penser collectivement à ce qu'on pourrait renforcer d'une certaine manière chez l'enfant et l'adolescent, et de le renforcer indépendamment et dans tous les apprentissages scolaires. Bon, ceci étant dit, je vais juste vous montrer 2 petites choses pour vous montrer que ces capacités de résistance au contrôle de soi, ça s'applique aussi au contrôle cognitif. Donc je vais vous faire travailler un peu. Si je vous dis qu'un magazine et un stylo coûtent 11 €, le magazine coûte 10 € de plus que le stylo, combien coûte le stylo, vous me dites? 1 €. Ouais, c'est facile. Ouais, mais c'est pas la bonne réponse. Non, la bonne réponse c'est 50 centimes. Alors je pars de l'erreur, on ferait comme avec les élèves. Hein. Si le stylo il coûte 1 €, que le magazine il coûte 10 € de plus, il coûte 11 €, 11 € plus 1 €, ça fait 12 €. Donc ça fonctionne pas. Ça marche avec 50 centimes, je vous laisserai faire la petite opération tout à l'heure. C'est juste pour vous montrer que même si on est arrivé au stade des opérations formelles selon Piaget, on est encore capable de se tromper. Même dans une configuration d'un problème qui d'apparence est relativement simple. En fait, c'est assez compliqué de résoudre ce type de problème. Mais ça veut dire qu'on est obligé d'exercer ici un espèce de contrôle cognitif. C'est-à-dire qu'en fait, l'enjeu ici, c'est de contrôler un automatisme qu'on a construit, fortement ancré chez nous, qui est dès qu'on entend plus que, on fait une soustraction, dès qu'on entend moins que, on fait une addition. Parce que ça marche généralement dans toutes les autres situations. Ça marche juste pas dans cette situation-là. J'ai créé la situation de telle manière à vous amener à vous tromper. Vous inquiétez pas, on se trompe tous. Hein, je me trompe aussi sur cette question-là. Si je vous dis qu'une banane et un ananas coûtent 2,90 €, l'ananas coûte 2 €, combien coûte la banane, vous me dites? Il n'y a pas de piège. Hein. 90 centimes, la bonne réponse. Bon, on voit aussi qu'effectivement, si je vous ai mis dans un problème piège, ça devient difficile d'utiliser l'automatisme juste après. D'accord? Donc ça veut dire aussi que quand on pense l'évaluation des élèves, si j'ai posé un problème piège, parfois il va avoir du mal à mobiliser la compétence dans un problème non piège, simplement parce qu'on l'a mis d'abord dans un problème piège. Vous vous dites, mais ça c'est encore un peu loin d'une situation scolaire. Je vous dis, il n'y a pas de problème, j'ai ça en stock. Pierre a 20 billes, il en a 5 de plus que Paul. Combien de billes a Paul? Ça fait partie du socle de connaissances à acquérir au cycle 2 ou au cycle 3, je ne sais plus. Et typiquement ici, l'enfant vous répond, lui, bon, c'est évident pour vous, hein, c'est 15, on est d'accord? Ouais. L'élève, il va vous répondre 25 dans un premier temps. Parce que lui, son automatisme, c'est j'ai entendu plus jusqu'à maintenant et je l'ai associé à l'addition, le moins à la soustraction, et c'est la première fois où j'entends plus et qu'il faut que je l'associe à la soustraction. Donc c'est difficile. Et d'ailleurs, on voit bien que son problème, c'est pas tant un problème de compétence en tant que tel, parce que si vous changez l'énoncé du problème, si vous dites
Marie a 10 billes, Julie en a 10 de plus que Marie, combien de billes a Julie? À ce moment-là, il trouve la bonne réponse. D'accord? Donc, c'est pas un problème de raisonnement, il n'a pas de difficulté de raisonnement. Donc, ça veut dire que la pédagogie qu'on va utiliser là, c'est pas forcément la pédagogie qu'on utilisera pour corriger l'erreur dans le deuxième cas. Il faut peut-être penser à un autre type de pédagogie. D'accord? Basé justement sur une approche plus métacognitive. Faire prendre conscience de ce qui interfère avec le raisonnement logique dans cette condition-là. Bon, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que, vous voyez le premier problème, Pierre a 20 billes, il en a 5 de plus que Paul, combien de billes a Paul? C'est là où vous avez construit votre automatisme, plus que je fais une soustraction et moins que je fais une addition. Donc le développement, c'est toujours ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné du développement, vous utilisez effectivement une stratégie, une règle logique pour résoudre ce type de problème. Vous vous dites, bon, alors lequel des deux a le plus de billes? Pierre ou Paul? Ok, donc c'est Pierre, donc c'est une soustraction qu'il faut que j'utilise. Ça, c'est les élèves au début de l'apprentissage. Et puis à un moment, ils se disent, mais ça, c'est super coûteux. Est-ce que j'ai pas, d'une certaine manière, un petit raccourci qui me permet de trouver la bonne réponse beaucoup plus rapidement et qui utilise beaucoup moins de mes ressources cognitives? Bah, le raccourci, c'est plus que je fais une soustraction, moins que je fais une addition. Super. Sauf que ça vous fait vous tromper un peu plus tard dans le développement. Donc c'est pour ça que le développement, c'est typiquement un développement dynamique et non linéaire. Il y a des erreurs, elles ne sont pas forcément âge dépendantes, elles sont contexte dépendantes. D'accord? Bon, j'ai évidemment absolument pas le temps de vous montrer tout ça, mais l'idée c'est qu'il y a deux types de stratégies là. Comme vous savez que ce qui est déficitaire ici, c'est justement ce contrôle des stratégies qui rentrent en compétition dans le cerveau, vous avez deux types d'approches. Une approche qui est très ciblée, on va dire dans chacun des apprentissages scolaires fondamentaux dans lesquels on a identifié qu'il y a une difficulté à contrôler un automatisme, on va utiliser une approche, une intervention pédagogique spécifique, ou alors vous avez une autre type d'approche qui est de se dire, je vais essayer de renforcer en tant que tel ces capacités de contrôle cognitif. D'accord ? Et donc nous, c'est ce qu'on a essayé de faire au laboratoire, on a essayé d'évaluer les deux types de stratégies. Donc déjà, dans un premier temps, on a travaillé donc en interaction avec les équipes pédagogiques depuis une quinzaine d'années, notamment sur les académies de Caen, Paris, Créteil et Versailles, dans lequel on a identifié un certain nombre d'erreurs qui sont dues à un déficit de contrôle cognitif, un déficit de contrôle des automatismes. Donc on a travaillé par exemple sur les problèmes arithmétiques à contenu verbaux. On a montré par exemple ici que l'erreur de l'enfant, elle vient de sa difficulté à associer le plus à l'addition et le moins à la soustraction. Donc on a aussi montré que quand on compare des fractions du type 7 quarts et 7 cinquièmes, la difficulté de l'enfant vient du fait qu'il compare directement les composants de la fraction, ce qui fait qu'il se trompe. Il considère que 7 cinquièmes est plus grand que 7 quarts, parce que ça marche très bien quand les fractions ont des dénominateurs communs, mais ça ne marche pas quand les fractions ont des numérateurs communs. On a aussi montré ça sur les nombres rationnels, on a montré ça sur les erreurs d'inversion en miroir, le B et le D. Ici, ce qu'il faut contrôler, c'est une heuristique très visuelle. C'est-à-dire, en gros, dans votre cerveau, vos zones visuelles, elles répondent exactement de la même manière à la présentation de cette bouteille quand elle est présentée comme ça et comme ça. C'est bien, hein, c'est adaptatif pour reconnaître une bouteille. Bon, ça paraît trivial avec une bouteille, mais imaginez que ce soit un tigre qui rentre dans mon champ visuel. Si ça me prend une seconde de plus à reconnaître que c'est un tigre quand il vient de la droite ou quand il vient de la gauche, il m'a mangé le tigre. Donc, en gros, on généralise en miroir dans notre système visuel. Ouais, sauf que ça ne marche pas pour les lettres en miroir. Donc, ce qu'on a montré, c'est que ici aussi, il fallait contrôler un automatisme. Et on l'a montré aussi sur les problèmes d'orthographe du type je les mange, je les pilote, je les asperge, où l'enfant met un S à la fin du verbe, parce qu'à un moment de cette scolarité, il a entendu, ou en tout cas quelqu'un lui a dit, pour lui donner un petit truc, pour pas qu'il oublie la marque du pluriel sur les noms, bah c'est simple, quand il y allait, tu mets un S au mot qui suit. Oui, sauf que ça marche pas dans ce contexte-là. D'accord ? Donc il est obligé d'apprendre d'une certaine manière à résister à cet automatisme. On a développé une petite intervention pédagogique minimaliste qui s'appelle l'attrape-piège, dans lequel en fait on travaille avec l'enfant sur les erreurs qu'il commet dans chacune de ces situations-là. On a travaillé notamment sur les fractions, et sur les fractions, on utilise cette espèce d'attrape-piège qui est en gros une feuille hachurée, transparente, dans laquelle on dit la première réponse qui te vient à l'esprit, c'est que 7 quarts c'est plus petit que 7 cinquièmes. Ça c'est la réponse produite par ton automatisme, on va le mettre sous les hachures et on va travailler avec toi pour trouver la bonne réponse au problème. Donc on contraste un groupe d'apprenants qui fait ce type d'apprentissage versus un groupe d'apprenants dans lequel on fait une leçon classique sur les fractions. Et ce qu'on montre, c'est que avant et après apprentissage, le groupe qui progresse le plus, les deux groupes progressent, hein, mais celui qui progresse le plus, c'est celui chez qui on a une intervention plus métacognitive. Vous savez que les approches métacognitives fonctionnent généralement un peu mieux que la simple répétition de la règle. Bon, ça c'est une approche, j'avais évidemment beaucoup trop de slides. La deuxième approche, c'est est-ce qu'on peut entraîner cette résistance cognitive? Donc est-ce que je peux donner des petits jeux sur tablette pour entraîner cette capacité justement à résister aux automatismes, et est-ce que ça se transfère à des situations scolaires? D'accord? Donc on
On a suivi 150 enfants et 90 adolescents. On leur a demandé de venir au laboratoire avant et apprentissage sur tablette. On a regardé la façon dont fonctionnait leur cerveau. On a regardé l'activité spontanée du cerveau. On a regardé la connectivité au repos du cerveau. Et on a regardé si elle changeait avant et après apprentissage sur tablette à des petits jeux de résistance aux automatismes. Okay, donc on a plusieurs groupes, on a des groupes aussi qui sont entraînés à la pleine conscience. Vous savez que la pleine conscience vient d'être instaurée dans le système scolaire, notamment en Angleterre, pour améliorer les capacités de concentration des élèves. Donc on a aussi un groupe d'entraînement à la pleine conscience sur tablette. Avant-après apprentissage, ils viennent faire toute une batterie aussi cognitive au laboratoire. Bon, voilà un des petits enfants qui a joué avec nous. Donc on a fait passer 150 comme ça dans l'IRM, ce qui est une gageure parce qu'il faut qu'il reste 1h30 sans bouger dans l'IRM. Oui, je sais, ouais, on est des tortionnaires. Non, mais on les entraîne en amont, ils font plein de pauses, on les traite bien. Hein, et puis on leur fait un cours sur leur cerveau. Voilà, je vais essayer d'avancer un peu, je commence à être en retard. Petit aparté, je pense qu'il y a quelque chose qu'on oublie de faire dans notre système éducatif français, c'est on oublie de parler du cerveau aux enfants. C'est quand même ce qu'ils entraînent tous les jours dans la classe. C'est une approche métacognitive aussi. Et on commence à parler du cerveau aux enfants à partir de 13 ans. C'est un peu un paradoxe parce qu'ils sortent du système du primaire, ils savent comment fonctionne leur système respiratoire et leur système digestif. Sauf que je rappelle que ce qui contrôle le système digestif et le système respiratoire, c'est le cerveau. Peut-être le coup de leur parler de leur cerveau, parce que vous savez que si on parle du cerveau à un enfant et qu'on lui explique que le cerveau se transforme suite à des apprentissages, il comprend que ça va modifier ses représentations implicites de l'intelligence. Il va notamment comprendre que l'intelligence, c'est pas quelque chose de fixe, mais que c'est quelque chose qui évolue au cours du temps. Et donc je suis plus le bon ou le mauvais élève, je suis l'élève qui peut progresser, je suis l'élève qui peut apprendre. Et ça, on sait que c'est un levier massif pour les apprentissages. Donc il y a un enjeu, hein. Je veux dire, il y a un enjeu à parler très tôt du cerveau aux enfants. Bon, cet aparté étant dit, qu'est-ce qu'on voit? Bon, soyons très clairs, il n'y a pas de transfert massif vers des situations scolaires. Même toutes les situations scolaires que je vous ai présentées, dans lesquelles on avait mis en évidence qu'il faut contrôler un automatisme, quand on entraîne de façon hors contexte ces capacités de contrôle aux automatismes, ça ne se transfère pas. Donc c'est pas la bonne approche. En tout cas là-dessus ça fonctionne pas, mais il faut être très transparent là-dessus. Il semble que la meilleure approche c'est plutôt de faire des approches métacognitives ciblées sur chacun de ces apprentissages. D'accord ? Il semble pas que s'entraîner sur tablette sur ce type de processus ça fonctionne. Néanmoins, après 5 semaines, on a quand même transformé l'activité spontanée du cerveau des enfants et des adolescents. C'est-à-dire que leur cerveau il fonctionne déjà un peu différemment. Et notamment il fonctionne un peu différemment dans les zones du cortex préfrontal qui sont impliquées dans la résistance aux automatismes. Donc c'est pas impossible que c'est un effet peut-être pas juste après l'apprentissage, mais que peut-être que d'ici quelques années, ça aura un effet justement sur le développement de ces compétences de contrôle de soi. On a aussi transformé la connectivité dans le cerveau. Les connectivités structurales, c'est pas la connectivité fonctionnelle, c'est vraiment les fibres qui relient les différentes régions du cerveau. Elles ont bougé suite aux apprentissages, suite à un apprentissage pendant 5 semaines. Il y a une chose sur laquelle ça se transfère, enfin pour l'instant, on n'a pas tout regardé. On vient juste de finir l'acquisition. C'est l'attention sélective. Il y a une chose, si vous entraînez ces capacités de contrôle et de résistance aux automatismes sur tablette, ça a des effets sur l'attention sélective. Vous savez que l'attention sélective, c'est critique dans une classe, parce que typiquement, dans une classe, il y a plein d'informations, et il y a généralement une information pertinente au tableau. Donc il faut que l'enfant arrive à se focaliser sur l'information pertinente et qu'il néglige l'ensemble des informations distractrices dans son environnement. Et donc, ça marche. Avant, après apprentissage, on a amélioré ses capacités d'attention sélective chez l'enfant. Bon, je vais juste vous montrer ce qu'on fait, et puis après je m'arrête vraiment. Comment utiliser le numérique pour faire de la recherche collaborative et participative, c'est ce qu'on a fait avec Léa.fr. Donc c'est une plateforme en ligne sur laquelle on a un laboratoire dématérialisé. Et donc on a commencé par déjà faire une visioconférence interactive sur le cerveau. Donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, comment on peut parler du cerveau aux élèves. On avait quand même plus de 160 classes, 4000 élèves de cycle 1 à 3 qui ont suivi notre conférence. Et pendant la conférence, il y a quand même 800 questions qui ont été posées. Donc les enfants, ils aiment bien quand vous leur parlez de leur cerveau, parce qu'en gros, vous leur parlez d'eux-mêmes. Donc ils sont super intéressés, ils avaient plein de questions très pertinentes. Alors après, il y avait des questions qui étaient plus des questions des parents, hein, du type, on parle de numérique, une des questions qui était d'un enfant, c'était « Est-ce que mon cerveau va griller si je passe trop de temps devant la télé ?» Je ne suis pas tout à fait sûr que c'était une question de sa part. La deuxième chose, c'est qu'on a capitalisé sur, je dirais, l'expertise des professeurs.
C'est-à-dire que moi, je suis un spécialiste du cerveau qui apprend, mais j'ai aucune compétence en pédagogie. Hein. Les compétences en pédagogie, c'est la communauté pédagogique et les professeurs qui l'ont. Moi, j'ai pas d'injonction à vous donner d'aucune sorte sur ce qu'il faut faire en termes de pédagogie, parce que je n'ai pas d'expertise là-dessus. Par contre, on peut peut-être, en discutant les uns avec les autres, imaginer des interventions pédagogiques, des nouvelles pédagogies, en combinant nos expertises respectives. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de capitaliser sur l'expertise des professeurs, et notamment leur capacité qu'ils ont à observer les comportements des enfants dans leur classe, et notamment dans certains apprentissages. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a dit, est-ce que vous pouvez identifier des erreurs qui vous semblent être produites par des automatismes qui ont été créés dans les années antérieures de la scolarité. Et ils ont fait remonter, de façon collective, sur plus de 140 classes, 74 erreurs, et ils ont évalué de façon extrêmement minutieuse la prévalence de ces erreurs dans chacune des classes. Et puis la deuxième idée, qui venait directement cette fois-ci de la communauté pédagogique, nous ont dit, bon, bah, c'est très bien, mais si votre capacité de résistance cognitive, c'est si important pour les apprentissages, est-ce qu'on ne peut pas imaginer des petits jeux en classe qui permettent d'améliorer cette capacité de résistance aux automatismes? Parce qu'on n'a pas forcément de tablette, mais peut-être qu'on peut imaginer effectivement des petits jeux ou des petites activités en classe qui permettent d'améliorer ces capacités. Donc on a dit, bah, on va essayer de faire ça avec vous. Et donc, on a fait la première recherche, on l'a fait sur 115 classes, 2800 élèves de cycle 1 et cycle 2. On leur a dit, bah, si on veut vraiment être rigoureux, il va falloir qu'on fasse un pré-test, donc mesurer avant intervention les capacités de résistance aux automatismes des enfants, qu'ensuite, dans chacune des classes, vous allez créer 2 sous-groupes, le groupe contrôle, le groupe expérimental. Le groupe contrôle, il va faire des petites activités qui n'entraînent pas spécifiquement cette capacité de résistance aux automatismes, et puis l'autre, il va faire plein de petites activités qui les renforcent. Typiquement, c'est des jeux très simples, hein. C'est Jacadi, ni oui ni non, 1, 2, 3 soleil, salade de cafard, je ne sais pas si pour ceux qui ont déjà joué. Enfin, c'est des petits jeux de cartes dans lesquels il faut à des moments dire certains mots, puis à un moment il faut arrêter de dire ce mot-là, et puis dire un autre mot quand on voit une image. Par exemple, on vous montre une tomate et il faut dire chou-fleur au lieu de dire tomate. Enfin bon, ça paraît absurde là quand je vous le dis comme ça, mais c'est un vrai jeu, hein, ça s'appelle salade de cafard. Ils s'entraînent pendant 5 semaines, 6 semaines, en gros 15 minutes, 3 fois par semaine, et puis ils refont exactement la même évaluation après apprentissage. Eh ben, ce que vous voyez à gauche, c'est en gros, dans la condition où on n'a pas besoin de résister aux automatismes, les deux groupes, le groupe qui s'entraîne, le groupe contrôle est en bleu, le groupe expérimental est en violet. Vous voyez que les deux groupes progressent de la même manière. Et il y a un progrès qui est plus important uniquement pour la condition où il faut contrôler ces automatismes. Et on voit que le groupe qui s'est entraîné pendant 5 semaines progresse un peu plus que le groupe contrôle. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ce n'est pas moi qui ai mené la recherche, c'est les professeurs eux-mêmes qui sont devenus des expérimentateurs dans leur classe, c'est eux qui ont mené la recherche de A à Z, ils ont compris pourquoi il fallait créer un groupe contrôle et un groupe expérimental dans une classe pour contrôler l'effet maître, et on a fait toute cette pédagogie autour de l'évaluation, plutôt que de leur dire, voilà les évaluations à faire, merci de remonter les données. Je ne dirai rien d'autre. Voilà. Merci beaucoup. Et vous dire que voilà, c'est un collectif humain je suis jamais que le porte-parole de ce collectif humain. Voilà, merci.